Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle émission de Quoi de neuf, docteur, le premier podcast d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Aujourd'hui, on ne parlera pas pour autant d'histoire puisqu'on va parler politique, donc bienvenue dans le premier podcast de politique qui ne parle pas de politique. Merci d'avoir été si nombreux à avoir écouté les premiers épisodes. Avant de commencer avec nos deux invités, nous vous recommandons de vous abonner sur Spotify, Deezer, YouTube ou toutes les autres plateformes numériques. Quoi de neuf, docteur cherche à valoriser des parcours de docteurs, de doctorants, doctorantes, de passionnés, passionnants qui souhaitent parler de leur parcours et de leur recherche mais de manière différente. Mais aujourd'hui, on a déjà décidé de faire une édition spéciale pour parler politique, surtout dans notre époque, surtout dans notre contexte. Or, comme disait Tocqueville, quand le peuple se désintéresse de la politique, la dictature n'est pas loin. Alors intéressons-nous à la politique en rigolant, en débattant, en n'étant pas d'accord, mais n'oublions jamais de nous intéresser, de creuser le vrai, le faux, d'être curieux. Aujourd'hui, le défi est donc le suivant, la politique sans se prendre la tête. Quoi de neuf, docteur, présenté par Pierre Sertoff. Et pour me prendre la tête, je suis accompagné de Pierre Suer, qui m'accompagne à chaque émission. Aujourd'hui, Pierre fait même le cumul des mandats, puisqu'il est à la fois chroniqueur et à la régie. Bonjour Pierre, comment ça va ? Ça va très bien, ça va. On est de bons matins pour enregistrer, donc c'est des conditions un peu particulières, mais ça va, on a des croissants, on a du café, donc ça va. C'est ça. Pour cet épisode, on reçoit deux invités que j'apprécie beaucoup. C'était pas le cas c'était le cas pour les autres, mais là particulièrement. Plus. Et donc, le travail devrait être considéré comme une œuvre d'intérêt public. Et pour information, on enregistre ce matin exceptionnellement à Épinal, il est 8h30 du matin, un samedi. On a passé une riche soirée spinalienne hier autour d'un karaoké, mais il y a du café, il y a des croissants, n'hésitez pas à vous servir. Géographe de formation, Vosgienne de cœur, elle nous avait aidé à monter une conférence dans un pré, mais elle est surtout conseillère municipale de la commune de Zincourt et en charge d'un réseau départemental de femmes élues et d'autres compétences, on y reviendra. C'est Perrine Sperandio. Comment ça va, Perrine ? Ça va très bien, merci. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Accompagné de son fidèle chien Zola, qui est dans le studio avec nous, si vous entendez aboyer. Il dessine la vie de nos politiques de l'Assemblée nationale ou du Parlement européen dans Palais Bourbon ou la Tour de Babel. Au bonheur des élus, il cherche à montrer si leur vie n'est pas germinale, ce n'est pas toujours la joie de vivre, c'est Coco Pello, alias Antoine pendant l'émission. Comment ça va ? Ça va très bien. Je vous propose qu'on commence en douceur. Normalement, on a l'habitude d'avoir des docteurs, des doctorants, donc de mêler leurs recherches. Vous, Pierre, va essayer de montrer que vous auriez pu vous rencontrer tous les deux dans une autre vie. Eh ben, écoutez, Perrine Sperandio, Antoine Anger, vous l'ignorez peut-être, mais vos parcours respectifs sont facilement rapprochables. Je vais faire un peu vos portraits croisés et vous allez voir que plus d'un point commun vous lie. Perrine Sperandio, tu es originaire de Zincourt, un village pittoresque au cœur des Vosges et plus précisément de la communauté d'agglomération d'Épinal, tandis que pour Antoine, tu as grandi le long du trajet du RER B dans le nord-est de l'Île-de-France, en gros, entre Drancy et Tremblay en France. On y reviendra. Antoine, tu as passé une partie de ton enfance au Blanc-Ménil, une ville célèbre pour ses réalisations d'architectes 20e siècle, comme Jean Prouvé, célébrité régionale, et André Lursa, originaire de Bruyères. André Lursa, à 25 km de Zincourt. Voilà. Ces bâtiments et ces œuvres d'art font que sur la communication de la commune du Blanc-Ménil, on affiche fièrement un cadre urbain entre tradition et modernité. Pas besoin de chercher très loin pour dire que Perrine s'inscrit pleinement dans cette même démarche entre tradition et modernité, entre son action engagée à la forteresse médiévale de Châtel-sur-Moselle et sa défense des énergies renouvelables. On a bien donc les deux pôles, tradition et modernité. Et Antoine, je pense que ça te parlera aussi puisque tu es attaché à Tremblay, où l'on retrouve des vestiges de fortification du XIIe siècle, propriété de l'abbaye de Saint-Denis, date à laquelle le premier château de Châtel est édifié par la maison de Lorraine Vaudémont, donc complètement un autre contexte. Mais Antoine, je crois savoir aussi que tu as un intérêt pour l'innovation, à l'instar d'un certain Arnaud Montebourg, surnommé tour à tour Superman, le Bernie Sanders français ou le mousquetaire de la Bresse. Et c'est absolument véridique pour tous ces surnoms, c'est dans la presse internationale, j'ai trouvé ça. À l'automne 2016, tu te lances dans la campagne pour les présidentielles dans ces équipes pour voir à quoi ça ressemble de tracter, de débattre, de s'engager en politique. Et tu vas même réitérer l'expérience auprès d'autres équipes militantes, encore une fois, pour voir. Cela dit, je ne sais pas si vous le saviez, mais avant sa campagne infructueuse à la primaire citoyenne de 2017, Arnaud Montebourg a participé à New Wind, une start-up conceptrice d'éoliennes domestiques. Malheureusement pour cette entreprise, le vent tourne début 2017, de même que les ambitions politiques de l'ensemble des candidats de gauche et de droite, puisque comme vous le savez, le candidat élu n'est, souvenez-vous, ni de gauche ni de droite. Ça paraît loin un peu cette époque des débuts du macronisme. Bref, je disais donc New Wind se casse la figure alors que l'éolien est un marché porteur et Perrine en connaît un rayon, ce qui est pratique pour avoir le diamètre.
le rayon, pour estimer le rendement énergétique de l'éolienne. Enfin voilà, c'est important. Oui, mais ça me permet de varier les jeux de mots grâce au fait que Perrine, tu es géographe, et du coup, on n'est pas uniquement sur le champ de l'histoire ou de la politique, donc c'est bien. Tu es également chef de projet et consultante pour Vendest. Je sais pas s'il y a un jeu de mots, Vendest. Vendest, une entreprise qui vise à favoriser une transition énergétique efficace et durable, tout en prenant en compte l'économie locale et le respect de la nature, une démarche qu'on pourrait qualifier de entre tradition et modernité. Et figurez-vous que c'est une expression que j'ai également retrouvée abondamment pour qualifier l'imagerie d'Épinal comme la com d'Aglo de Zincourt. On retombe un peu sur nos pattes. Et l'imagerie d'Épinal, un art populaire qui représente de nombreux dessins aux couleurs vives pour rendre accessibles des thématiques historiques, sociales, culturelles et politiques. Et c'est exactement le but de tes productions de bande dessinée, Antoine, alias Cocopello. Et depuis plusieurs années, tu sillonnes les lieux où se fait la politique, à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, dans les villes et dans les campagnes, comme dirait l'autre. Et tu en tires des dessins, des planches et même des livres permettant de saisir ce que ça veut dire, la politique ou le politique. Mais je pense qu'on aura toute l'émission pour en parler plus en profondeur, avec du fond et de la nuance, mais avec créativité évidemment toujours dans Quoi de neuf Docteur. Et c'est pour ça que je vous ai proposé un cocktail entre tradition et modernité. Merci Pierre. Il est fort. C'est un beau cocktail. Je voyais pas trop le lien au départ. Et là, ça y est, c'est hyper clair. Merci beaucoup Pierre. Merci Pierre. Comme ça vous permet de vous connaître un petit peu. On peut reparler du Blanc-Ménil, on peut reparler de... Qui est la tradition, qui est la modernité du coup ? Mais vous êtes tous les deux un peu entre tradition et modernité. Voilà, c'est tout en nuance. C'est ça, en nuance. Est-ce que c'est pas chacun de nous qui est entre tradition et modernité ? Réfléchissez. Quoi de neuf Docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Nous sommes toujours sur Quoi de neuf Docteur avec Perrine Spérandio et Cocopello. Je vous propose qu'on commence notre jeu qui s'appelle le jeu des fun facts. L'idée est très simple. Je pose une question assez ouverte. Il faut trouver ce fait un peu cool, un peu marrant, un peu fun. Et pour le trouver, vous pouvez poser des questions. Je peux vous donner des indices. Chez vous aussi, vous pouvez jouer. Et je vous propose d'y aller. Donc pour information, Pierre, alias Pierre le barman, des fois, n'a pas non plus les réponses aux questions ni aux petits jeux additionnels. Est-ce que ça va pour vous ? Ça va très bien, Pierre. Vas-y, on t'écoute pour. Eh bien, je vous propose une première question. Qui est François-Xavier Long ? François-Xavier Long. François-Xavier Long. C'est un capitaine d'artillerie. Pas du tout. Du XVIIe siècle. Alors, si, tu peux vérifier. J'ai l'impression que tu bluffes. Je sais pas pourquoi. Tu bluffes, Martoni. Non. Pas du tout. François-Xavier Long. Les questions ont quand même souvent en lien avec la politique. Pour vous aider, sans vous donner un indice trop fort. Il était député, justement. Au XVIIe siècle. Quand il était capitaine d'artillerie. Alors, c'est quelqu'un qui est actuellement en vie. Pour arrêter tout de suite avec. Est-ce que ça empêche S'il est en vie au XVIIe siècle, quand même, oui, mais écoute, justement, il est connu parce qu'il est en vie depuis. Qui est François-Xavier Long ? Est-ce qu'il nous fait faire des visites à l'Assemblée nationale ? Pas du tout. François-Xavier Long est encore vivant. Tout à fait. C'est quelqu'un qui est investi dans la vie politique française. Il est investi dans la vie politique française, ouais. En tant qu'élu ? En tant qu'élu. Élu maire ? Élu maire. C'est pas mal, on se rapproche. Et il est élu maire de la ville la plus petite de France, la moins peuplée de France. Il est élu de la commune où il y a 1 habitant et c'est lui. Non, c'est pas 1 habitant. 2 habitants. C'est 0 habitant. Ah, zéro c'est habitant. le maire des communes dans la Meuse. C'est ça. François-Xavier Long est le maire de Louvemont, Côte du Poivre. Je sais pas si t'as déjà été en tournée là-bas. C'est une commune française. Tu devrais. Louvemont, on les embrasse. J'ai un public nombreux là-bas. Comme il y a 0 habitants, on prend pas trop de risques à dire non. C'est une commune française située dans le département de la Meuse, en région Grand Est. Elle fait partie des 9 villages français détruits pendant la Première Guerre mondiale, non reconstruits car classés zone rouge du département de la Meuse. Il est donc maire d'une ville dans laquelle il n'y a plus d'habitants. Voilà. Mais il y a quand même un conseil municipal du coup qui se réunit. Il se réunit tout seul. C'est un maire tout seul. C'est un maire tout seul. Mais par contre, je pense qu'il a pas d'indemnité de maire quand même parce que. Je sais pas. Je crois qu'il est nommé par le préfet, juste pour entretenir la mémoire. Ouais, c'est ça. Il a un rôle un peu mémoriel, voilà. Et il est maire à côté d'une autre ville ou pas ?
Je ne sais pas. Ah, la C'est, colle. là, ça va trop loin dans les questions. Très bien, c'est toi qui poses les questions. d'accord. Alors, c'est moi qui pose les questions. Je pose la question. Mais en même J'ai envie temps- d'en savoir plus, tu vois. Est-ce qu'il est éleveur à côté? Est-ce que... Eh bien, s'il nous écoute, François-Xavier Long, qu'il n'hésite pas à nous contacter. Sur histoire d'en parler, histoiredenparler.com, n'hésitez pas. Voilà. C'est ça. En plus, il est meusien, on a des bénévoles qui viennent de la Meuse, donc vas-y François-Xavier. Mais en même temps, ça fait plus de 100 ans que c'est des communes qui sont c'est pas, ravagées. oui, Enfin, c'est pas il y a- lui qui est maire depuis plus de 100 ans. Ah par non, contre, d'accord, pardon. On le redit, c'est important. Mais enfin, il y a quand même des choses à faire sur le territoire, le périmètre de la commune. Enfin, c'est pas juste un emploi fictif, quoi, on va dire. Tout à fait, je ne sais pas comment rebondir, donc je vous propose à chaque fois, après chaque question de fun fact, une question pour aller un peu plus loin par rapport à vos carrières respectives. Avec Pierre, on s'est dit que potentiellement vous considérez comme, je mets des guillemets, vous ne le voyez pas à la radio, Ouais, moi, je les vois. mais comme des professionnels directs ou indirects de la politique. Et est-ce que vous considérez comme des professionnels de la politique? Je pose ça là. Alors, moi, non. non. Ouais, non. Non. Moi, pas trop. Enfin, mon truc de base, c'est le dessin. Ouais, mais tu Après- fais des dessins politiques. Après, je fais des dessins politiques, mais je me considère pas comme un grand ponte de la politique, un observateur, enfin, à la limite, un observateur politique, mais, et encore, je pense que j'appartiens pas au monde politique en tant que tel, donc j'essaie parfois de me tenir un peu à distance de celui-ci. Voilà. Et non, moi je pense pas non plus. J'aime pas trop cette expression des professionnels de la politique, j'avoue. Parce que ça donne le sentiment qu'on est juste là pour prendre des mandats et qu'on Ouais. fait rien d'autre de sa vie. Alors non, nous, c'était plus au dans contraire. l'idée où, dans votre travail, la politique D'accord. a une importance. C'est quelque Voilà. chose de ouais. Après, la question qu'on se demandait aussi, c'est à quel moment, du coup, la politique a pris une part importante dans votre vie. Parce que si vous n'êtes Ouais. pas professionnel de la politique, est-ce que la politique a une part importante dans votre vie et à quel moment il y a eu cette bascule-là? Moi, ça prend une grosse place, c'est sûr. La bascule, je sais pas. J'ai l'impression que ça a toujours été, en fait. Ouais, Après, c'est- la bascule, c'est plus peut-être l'élection au premier mandat, quoi. Ouais. Mais dans les faits, Toi, c'est en quelle année ton premier mandat, ça fait du coup? 10 ans, 2014. Ok. Dans la commune de Zincourt. Ouais. Toi, à quel moment, Coco Pello, tu t'es dit... Moi, je m'y intéressais vaguement. C'est vrai que j'ai pas une famille qui est très engagée politiquement. Et je m'y suis beaucoup intéressé à partir de 2016, où il y a eu l'élection de Donald Trump et le Brexit. Et où là, je Ouais. me suis dit, tiens, faudrait peut-être aller voir la politique de l'intérieur. Et puis c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à me renseigner de mon côté. Mais sinon, avant, je suivais assez peu, en fait. Tu faisais quoi avant? Enfin, pour expliquer que tu viens pas, t'as pas une carrière politique, Non. t'as pas fait. Sciences J'ai pas Po, fait d'études de dessin, j'ai pas fait de Sciences Po, d'études de journalisme, etc. J'ai fait un master de cinéma. Mhm. Et après, j'ai travaillé dans une société de restauration de films anciens. Ouais. Et mon sujet d'étude en master de cinéma, c'était le non-sens au cinéma, donc tout ce qui est absurde. Absurde, ouais. Monty Python. Voilà, que des Comme films ça. trop bien. Ouais. Avec Quentin Dupieux aussi. Avec des Quentin Dupieux, Éric Judor, la veine Canal+ en France. Et après, je remontais à Luce Buñuel, je remontais à Georges Méliès, etc. Et donc à un moment tu te dis bon ok c'est très bien l'absurde mais je vais aller vers la politique quoi. Enfin c'est Ouais, allons vers du concret. vers du concret mais est-ce que c'est absurde aussi la politique quelque part? Parfois, oui. Ouais. Et du coup, en 2017, je reviens vers toi, Perrine. Tu vas voir, c'est une question qui est en rebond comme ça. En 2017, tu fais campagne pour les présidentielles. Enfin, tu fais campagne, tu t'engages pour les présidentielles, mais pas pour un parti, ni pour deux, ni pour trois, ni pour quatre, Mais pour 5. mais pour 5 partis. Et toi, du coup, aussi, tu as dû faire des campagnes électorales, Perrine. Est-ce que c'est fatigant de faire campagne? Alors moi personnellement non. Par contre j'ai accompagné le député de la première circonscription, donc Stéphane Viry, dans des campagnes. Alors la fatigue c'est surtout pour lui, mais c'est vrai que pour les équipes oui c'est quand même fatigant également. Et puis c'est de plus en plus dur, je pense, par rapport à l'ambiance actuelle et les attaques à l'agressivité peut-être. Ouais. Parce que du coup, quand on est militante dans un village comme Zincourt, ça se passe comment de faire en militante? Non, on En fait pas campagne. campagne dans les villages. Non. On rend service en allant dans les conseils municipaux. Donc, Et comment on fait campagne pour députés? Parce que souvent, on les voit au marché en train de distribuer des tracts. ouais. Mais est-ce qu'on fait des meetings aussi? Est-ce qu'on fait des... On donne un coup de main, ça peut être des coups de main logistiques, ça peut être des propositions d'idées de réunion aussi pendant la campagne. Enfin, il y a différentes facettes aussi de la campagne. Et puis bah oui, c'est tracté, c'est toutes ces choses-là, oui. Ok. Toi, du coup, 5 campagnes. C'est fatigant. Je te le confirme, Pierre, c'est Tu peux rappeler, éreintant. Tous les 5 en même temps. Voilà.
C'était pour quel parti alors? Alors, de base, j'étais chez Montebourg. J'avais choisi et puis je me suis dit, tiens, c'est marrant. Effectivement, on fait des cafés-débats où on est en queue entre militants. On arrive à convaincre personne de venir d'extérieur. Ça, c'est le problème de Montebourg, ça. J'organisais donc quelques meetings. Je collais des affiches, je tractais, etc. Et là, j'ai commencé à me dire, tiens, c'est hyper intéressant. On va au contact d'autres personnes qu'on n'a jamais vues. Et je me suis mis à noter ça en bande dessinée. Et quand Montebourg perd, parce que j'avais choisi le mauvais cheval, je me suis dit allons infiltrer les 5 principales équipes de campagne de la France Insoumise au Rassemblement National dans des arrondissements parisiens différents. Donc c'est vrai qu'à Paris, il y a une ébullition autour de la politique, il y a des gros meetings, il y a tout le temps des séances de tractage où on s'organise entre militants, on va coller des affiches, on attend tard le soir, si on est pour l'équipe de Mélenchon, on va attendre que l'équipe Fillon colle ses affiches et ensuite on se cache derrière une voiture et ensuite on va aller coller les affiches de Mélenchon juste derrière, quoi, voilà. Et donc moi je pouvais tracter pour Fillon dans le 9e le matin et le soir aller coller des affiches pour Mélenchon, et en fait c'est vrai que au bout de 4 mois de campagne ça a tiré un petit peu, quoi. Et tu t'es pas fait repérer? Une fois. En fait, quand t'es militant politique, du coup tu as des groupes WhatsApp, etc. T'es ajouté à toutes les boucles et tu sais où les militants vont tracter. Ok. Donc en fait, moi ça me permettait de me dire, ok, là l'équipe du 9e pour Fillon, ils tractent dans tel coin. Donc le 18e où j'étais pour Hamon, peut-être que je vais pas les croiser comme ça et du coup ça ira. Donc en fait j'avais tous mes messages et tout ça, donc pour moi j'étais plutôt calé là-dessus. Mais un jour je tractais dans le 12e pour l'équipe de Macron. Et là je vois une équipe du PS du coup qui arrive, et dans l'équipe du PS il y avait une personne qui était pour Montebourg de base. D'accord. Et chez Montebourg, on était 20, quoi. Ah oui. Donc là, elle me repère directement. Moi, j'essaie de cacher mes tracts derrière moi en me disant, oh tiens, je vais regarder un peu les poulets, etc. Voilà. Et en fait, elle vient me voir, elle dit, écoute, c'est bon, je sais, je t'ai repéré. T'es en train de tracter pour Macron. Je pensais que t'étais de gauche, etc. Machin, Et en fait, je l'ai prise à part et je lui ai dit, écoute, je suis en train de faire un projet de BD de mon côté. Ça s'appelle comme ça. Tu me dénonces si tu veux. Mais moi, j'ai envie de continuer cette expérience. Et en fait, après, elle m'a pas dénoncé. Ouais. Je l'ai retrouvée dans le QG de Benoît Hamon. Elle me lâchait des petits regards du style « Je sais pourquoi tu es là ». Et après, au QG du Rassemblement National, elle aussi était pas fixe. Et non, elle était pas au QG du Rassemblement National. Il y avait beaucoup plus de mecs au Rassemblement National, d'ailleurs. C'est étrange. Voilà. Il y aurait un lien, tu penses? Parce que la candidate est un parti viriliste. Oui. Mais du coup, ouais, c'est une expérience où tu devais quand même convaincre des gens de tracter, de distribuer les choses, sachant que c'était pas tes convictions personnelles, puisque tu disais c'est pour voir, quoi, c'est pour essayer. En fait, je me mettais toujours, j'avais une petite technique, je me mettais à côté d'un militant qui lui avait son discours en fait préconçu, et moi ça me permettait donc je donnais le tract et puis je laissais vraiment l'autre militant se mettre en avant et puis mettre en avant les idées du candidat. Comme ça me permettait de pas trop défendre le candidat, oui, et de noter des choses de mon côté ou d'enregistrer mentalement certaines choses. Les éléments de langage, et puis là tu te dis, ah tiens, je vais appuyer un coup. Ouais, voilà, et puis après tu as les différents éléments de langage de chaque candidat et de chaque parti, et après s'il y a besoin de les ressortir, tu les ressors en fait. Ouais. Et toi, Perrine, du coup, tu disais que c'était dur aujourd'hui de faire campagne. C'est dur parce que c'est dur de convaincre, ou même rien que ça, c'est dur de parler. Enfin, de parler, c'est-à-dire pas de parler, mais de pouvoir avoir un échange juste avec les personnes, quoi. Ouais, je pense que déjà, l'échange se fait quand même assez bien. En général, les gens sont quand même polis et donc écoutent. Je pense que c'est plus dur, c'est pour les candidats, hein. Je pense le plus dur aujourd'hui dans les campagnes, parce ils se retrouvent vite. Les personnes qui vont croiser vont être beaucoup plus à même de dire ce qu'ils pensent, d'être plus agressifs dans les propos. Et donc oui, ça c'est plus ça aujourd'hui que je trouve compliqué. Alors, faut mettre des mots là-dessus, mais je trouve qu'avant il y avait plus de retenue et on respectait peut-être un peu plus les différents candidats. Ouais. Non, je voulais rebondir en disant c'était mieux avant. Est-ce que c'était mieux avant? Non, alors ça je déteste ça parce qu'il faut quand même avancer, mais non, parce que on a tendance à penser la campagne pour les différentes élections, en gros c'est 2 semaines avant où on rentre vraiment dans le temps de la campagne, mais en réalité le terrain c'est plusieurs mois, voire quasiment plusieurs années avant où on se dit tiens, je vais me lancer dans cette élection.
Et du coup, c'est un engagement qui est très fort. Les gens autour de nous le savent. Et du coup, il y a une pression. Enfin, il y a quelque chose qui vient monter aussi en tension, quoi. Et donc, ouais, c'est quelque chose peut-être que tu as constaté aussi. Oui, non, mais c'est vrai ce que sur tu le dis. long terme, quoi. C'est vrai ce que tu dis. Dès que les candidats en général le savent, alors sauf quand il y a des dissolutions et puis qu'il faut s'organiser en quelques jours, mais quand il y a des campagnes vraiment à des dates connues très longtemps à l'avance, oui, les candidats savent qu'ils vont y aller, ils décident pas un mois à l'avance, Ouais. comme ils peuvent des fois le dire, et donc ça fait des mois qu'ils réfléchissent stratégie, qu'ils ont une petite équipe autour d'eux, qui s'exposent aussi, et c'est très très long, et c'est oui, sur la durée il y a une certaine pression, et il y a une certaine fatigue, et il y a une certaine fatigue justement les derniers jours, et des fois je vois dans les médias nationaux qui se marrent en regardant des fois les dérapages de candidats ou de candidates les derniers jours en meeting ou ce genre de choses, mais ils sont au bout, quoi. Ouais. Ils sont au bout de leur force. C'est un marathon, quoi. C'est un vrai marathon, et voilà, je suis toujours un peu peinée pour eux quand je vois que dans les médias les allument, parce que je trouve que c'est un peu dur par rapport à ce qu'ils font. Et en depuis même des temps, semaines. c'est les jours les plus scrutés aussi, puisque c'est Ouais. le moment décisif où on se dit bon bah alors pour qui je vais voter, je vais voir. Bah lui, il a bafouillé, il a dit. Et surtout que le vote est un vote n'est pas forcément un vote de réflexion. Hein. Il y a un côté émotion aussi dans son vote qui est des fois beaucoup plus fort dans l'émotion que dans la réflexion. Donc oui. Ouais. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. Eh bien, je vous propose qu'on continue. Voilà, avec une intervention de Zola. Je sais pas être d'accord. Non, Il parce devait pas qu'il être y a d'accord. les Hein. cloches qui ont sonné. Ah. Donc, Et surtout parce que je vais parler de Bruno Le Maire. Ah bah voilà, c'est Bruno pour Le ça, Maire voilà. n'est plus ministre de l'économie, aujourd'hui il est professeur. Mais est-ce que vous savez dire où Oui. et dans quelle matière? bah, c'est à l'université de Lausanne. Ouais, c'est en Suisse. Ouais. Est-ce que vous savez la matière par hasard? Parce qu'on a envie de La répondre économie Alors, La spontanément. sobriété Non, pas économique. économie. La sobriété économique. Le budget. En fait, il faut savoir qu'au moment où on enregistre, on est le 12 octobre, le budget vient d'être présenté. Et en effet, Bruno Le Maire est un peu sous les feux des projecteurs. Oui. Mais voilà. Non, dans quelle matière? Management des équipes, je sais pas, ouais, quelque chose. C'est complètement Gérer un différent, ministère, je pense. Physique quantique. Alors, Ça, on s'aperçoit que Bruno Le Maire était un génie absolument incroyable de la physique quantique, le nouveau Einstein. la philosophie grecque ancienne. Alors, je vais vous donner la réponse. Donc, depuis le 23 septembre, Bruno Le Maire enseignera en tant que professeur invité au centre Entreprise for Society en Suisse, un institut lié à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et il a dit, il est indispensable d'approfondir la réflexion pluridisciplinaire C'est vrai, sur le financement de la transition énergétique c'est vrai. et la lutte contre les inégalités économiques. Voilà, je vous pose ça là. La question est la suivante. Est-ce qu'il faut des compétences pour être élu? Si oui, comment on les obtient? Parce que on imagine qu'une ville comme Zincourt, par exemple, il y a 80 habitants. Un village. Ouais, un village. Une métropole. On va pas attendre qu'il ait fait l'ENA, le maire de Zincourt, mais d'un autre côté, on attend quand même des choses du maire de Zincourt. Donc, comment est-ce qu'on fait pour acquérir ces compétences-là? Bah, en fait, c'est plus la capacité à faire vivre ensemble ses habitants. Donc, c'est vrai pour n'importe quelle taille de commune, mais c'est justement, il faut évidemment être compétent, mais c'est surtout une grosse capacité d'adaptation, de compréhension des enjeux à toutes les échelles. Et en fait, c'est la paix sociale en fait qu'on veut dans chaque entité, dans chaque commune. Donc il n'y a Comment pas faire forcément une formation pour être élu local, c'est plus du Non. savoir-être et du savoir-vivre, quoi. Alors après, il y a des formations qui existent, hein, il y a des organismes de formation pour des élus sur différents sujets, parce qu'il faut quand même être capable de monter un budget, il faut être capable, Bien sûr. faut encadrer donc la secrétaire sur la gestion de la commune. Donc oui, il faut quand même savoir à un moment donné se former et monter en compétence sur tous ces sujets-là, mais ça se fait bien. Enfin, Mais je pense. Il y a des formations. Oui, l'association des maires ruraux, des maires vosgiens, pardon. On organise régulièrement pour les maires. Dans le réseau élu local, on a aussi des formations justement pour les femmes élues. Et oui, il y a des formations, mais des formations très courtes sur monter son budget, comprendre les règles de l'urbanisme. Enfin, ça, c'est souvent les mêmes choses. Hein, c'est l'urbanisme et le budget. Et pour faire une BD politique, est-ce qu'il faut des compétences particulières? Un peu en dessin. Non. Mais un tout petit peu, hein, ça c'est... Non, parce que par exemple, je sais pas dessiner. Est-ce que tu penses que tu peux parler à ton éditeur pour qu'il me publie? Ouais, bah je vais essayer de voir ça, ouais. Je t'arrange un petit coup et tout ça, et puis d'ici un an, on sort ta bande dessinée. D'un point de vue politique, est-ce qu'il faut des connaissances
une compréhension, une curiosité. Ça dépend de ta démarche. C'est-à-dire que moi, avant d'entrer dans une institution, et j'ai fait donc l'Assemblée nationale et j'ai fait aussi l'Union européenne, qui était un sacré morceau. C'est vrai que j'y allais en ne me renseignant presque pas. Pour arriver avec un œil de naïf, mais c'est vraiment ma démarche, quoi. Et de pouvoir noter toutes les petites choses que les gens qui sont dans cette institution ne voient plus aujourd'hui, en fait. L'évidence, les petites choses quand tu arrives. Est-ce que t'es impressionné? Est-ce que t'as un peu peur? Est-ce que tu vas croiser effectivement au début de la bande dessinée Palais Bourbon, je croise un gendarme qui juste me guette comme ça avec son fusil, etc. Et puis en fait moi je me dis mais je pense que j'ai rien à faire là. Et puis je lui montre le badge et puis il me fait oui bien sûr, allez-y monsieur, quoi. Voilà. Et donc je voulais noter tous ces petits trucs là pour vraiment que le lecteur en fait puisse se mettre à la place de mon personnage, en fait. Et donc c'est important d'arriver avec un œil vraiment naïf. Et après, au fur et à mesure de l'aventure, là, je commence à me renseigner de plus en plus, à aller chercher dans différents textes, etc. Et surtout à demander aux personnes concernées ce qu'ils font vraiment là. Ouais. Est-ce que et je poserai la question après à Perrine, comme ça tu peux déjà réfléchir. Est-ce que t'as eu un mentor là-dessus? Je sais que t'as fait du coup une BD lors de la campagne présidentielle de 2022, donc dans un collectif d'auteurs, dont avec Mathieu Sapin, qui est un peu réputé pour avoir suivi la campagne de François Hollande en 2012, avoir suivi ensuite le quinquennat, puis la campagne de Macron en 2017. Voilà. Est-ce que t'as des mentors, des gens avec qui ils peuvent t'accompagner, ou c'est vraiment chacun? Non, il y a Palais Bourbon, je l'ai fait tout seul. Ok. J'avais pas de maison d'édition derrière moi. J'avais aucun contact dans le milieu de la bande dessinée, en fait. Comme j'ai pas fait d'école d'art, je connaissais très peu d'artistes. Là, je commence à les connaître, les autres artistes. Les autres auteurs de BD, je les côtoie en festival. Et à ce moment-là, je me dis, ah ouais, tiens, ça serait sympa de faire une collaboration avec machin. Ah, je regarde comment on dessine truc, etc., etc. Après, il y a des gens qui m'inspirent au niveau des dessins. Mais ça, c'est dû à mes lectures dans l'enfance, etc., quoi. Par exemple, par exemple, pour balancer un nom. Là. je vais peut-être vous surprendre, mais j'étais hyper fan de Kid Paddle. Ah ouais. Voilà. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un nouveau Kid Paddle qui paraissait dans une bande dessinée, tu peux être sûr que le lendemain, je l'avais, quoi, et je l'achetais et je le lisais comme ça, et puis voilà. Ok. Est-ce que toi, Perrine, t'as des mentors? Oui. Oui, non, j'ai eu l'occasion d'être quelques mois attaché parlementaire de Stéphane Viry. Ok. Et, oui, voilà. Qui est... Si je dois citer quelqu'un, c'est Stéphane Viry. Stéphane Viry, qui est député des Vosges, qui a été élu dans la première circonscription, pour repréciser. Tout à fait. Est-ce qu'il y a aussi des comme Kid Paddle, est-ce que tu avais aussi des modèles quand tu étais peut-être un peu plus jeune où tu te disais cette figure-là me parle un peu plus Alors des modèles peut-être pas, plus des moments. Ok. Plus jeune, j'ai le souvenir, alors plus jeune vraiment, je remonte avant mes 18 ans, j'ai des souvenirs comme ça, des élections de Philippe Séguin, donc à la présidence de l'Assemblée nationale, qui vont marquer en fait les Vosges, puisqu'on a notre député local qui devient président de l'Assemblée. J'ai avec Christian Poncelet aussi, président du Sénat. Enfin, on a de la chance, hein, sur les Vosges, on a eu quand même des parlementaires qui ont atteint des présidences au Parlement, donc ça nous a aussi beaucoup mis en avant. L'échelle nationale, ça faut pas l'oublier, et ça nous a permis aussi de faire beaucoup de travaux ici. Voilà des moments, et j'ai aussi le souvenir d'un sénateur, Jackie Brown, qui est passé dans notre classe quand j'étais collégienne, et j'ai écouté un sénateur religieusement, et je me dis peut-être ces petits moments-là qui donnent envie à un moment donné de s'investir pour son territoire. Mais là, c'est peut-être un peu de la psychologie de comptoir, hein, je sais pas. Non. Et toi, Pierre, alors est-ce que tu as un mentor en politique où tu te dis en podcast? Moi, j'ai des mentors en podcast. Alors, qui sont tes mentors en podcast? Alors moi, j'en ai. Qu'est-ce que tu nous recommanderais, tiens? Le Floodcast. On a quand même pris leur concept. Donc faut l'assumer. De Flaubert, Adrien Méniel. Tout à fait. Les gens qui doutent de Fanny Rué. Oui. Aussi très bien. Et d'autres aussi, mais je vais pas spoiler parce que c'est d'autres propositions que je fais à RCF, donc. Non mais voilà, et toi Pierre, t'as des... Moi, les mêmes, mais je conseillerais aussi le cœur et les couilles sur la table. Et merci. Voilà. Mais voilà, mais sinon... de qui du coup? C'est Victoire Tuaillon qui fait ça. Et en fait, c'est des podcasts, et il y a des livres aussi à retrouver qui sont hyper chouettes, donc qui déconstruisent les masculinités, et c'est vraiment très intéressant. Et puis en termes de forme, je trouve que le format est très intéressant aussi, quoi. Mais voilà, on parle de podcast, on parle plus du tout de politique. Non. Après, en termes politiques, moi je suis d'accord sur des moments.
Moi, je sais pas pourquoi, c'est un souvenir de la victoire de 2012 de François Hollande, où dans un moment de joie et d'euphorie, ma mère a dit, parce que c'était le 6 mai. 6 mai 2012. Et du coup, le lendemain, c'était le lundi 7, Oui. et le mardi 8, et le 8 était férié. Donc ma mère qui a dit, allez, tu t'iras pas à l'école demain. Voilà, vive les victoires socialistes, du coup, pour les élèves. Non, mais sinon, est-ce que j'ai des souvenirs? Pas tant. Enfin, si, j'en ai des souvenirs, mais des figures comme ça qui restent. Bah, c'est peut-être une question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que vous avez des moments de politisation où vous dites bah là il y a quand même un truc où je dois rentrer dans l'arène. Enfin Antoine, tu parlais tout à l'heure de le Brexit, Donald Trump, il se passe quelque chose de massif, il faut que je m'y intéresse. Enfin, et je sais pas si Perrine, toi t'as eu un moment où tu t'es dit ah ouais là il se passe quelque chose quoi, il y a un truc. Flûte. Je peux répondre à la question si vous voulez comme ça. Ouais. Bah, moi, je sais pas, il y a eu plusieurs moments. Bah, évidemment, 2002. Enfin, j'avais 10 ans, quoi. Mais je me souviens très bien à l'école Jules Ferry devant Devreux-les-Nancy. Il y avait les affiches et puis il restait que Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Et puis on voyait que l'affiche de Jean-Marie Le Pen était grattée. Enfin et ça c'est un truc on se dit mais pourquoi lui. Enfin après je me souviens regarder beaucoup les guignols de l'info et me dire Jean-Marie Le Pen c'est celui qui passait pas parce qu'on voulait pas lui donner de l'exposition sympathique à l'inverse de Jacques Chirac qui était le personnage extrêmement récurrent quoi. Moi j'ai souvenir c'était vraiment 2002 où je me suis dit tiens la politique c'est un truc quoi. Mais sans en faire une affaire personnelle non. Je rebondirais aussi là-dessus Pierre 2002 moi j'ai 17-18 ans et j'ai encore pas le droit de vote parce que justement j'ai pas 18 ans. Et c'est très choquant ce qui se passe, on est au lycée on dirait que les lycéens vont dans la rue, enfin voilà, ça ouais, vraiment ça c'est un moment fort, mais je suis pas sûre que ce soit ce moment-là où j'ai eu envie de m'engager. Je suis pas sûre. Par contre, là où je vais rebondir sur plusieurs moments, c'est la montée aussi de l'extrême droite dans nos villages. Enfin, depuis toutes les élections qui passent, tous les villages autour du mien où on voit 20, 30, des villages à plus de 50%, et là on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et ça, c'est plus ça aujourd'hui qui m'animerait un peu plus qu'un moment particulier. Quoi de neuf, docteur? L'émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Eh bien, nous sommes toujours sur RCF et sur toutes les plateformes de streaming pour cette émission Quoi de neuf, docteur avec Coco Pello et Perrine Sperrandio. On parlait de Bruno Le Maire, je vous propose qu'on enchaîne en parlant littérature. En battant, Bruno Le Maire a écrit pas moins de 14 publications, dont certains romans fiction. Fiction pour parler du pouvoir ou encore des mémoires. En tout cas, les politiques aiment écrire et leurs publications ne sont pas toujours un succès. Je vous propose donc de lire les 4e de couverture et vous devez retrouver qui est l'auteur. Ça va ? Très bien. Il ne faut pas retrouver le nombre d'exemplaires vendus, parce que ça serait extrêmement cruel. C'est des politiques. C'est que des politiques et c'est des politiques connus. C'est pas genre. Ouais. C'est pas François-Xavier Long. Non, le maire du village dont on a oublié le nom. François-Xavier Long. D'accord, François-Xavier Long. N'hésitez pas à me couper si vous avez la réponse. Je m'arrête dès qu'il y a la bonne réponse parce que sinon, des fois, il y a des 4e qui sont très longs. Et en même temps, on a envie d'écouter le détail de la 4e. Mais vas-y. Je fais une petite voix un peu cérémonielle pour cet instant-là parce qu'à chaque fois, c'est des grands moments d'histoire. À compter du 16 mai 2007, j'étais seul. Bien sûr, il y avait le peuple français, mais sa force collective ne s'exprime pas dans le quotidien des décisions à prendre ou des nominations à effectuer. J'avais une équipe, des conseillers. Nicolas Sarkozy. Pardon. Mais... Exactement, des conseillers, des amis, des visiteurs, mais j'étais seul à prendre et assumer la décision finale. Est-ce que c'est le temps des combats? Le temps des tempêtes. Le temps des tempêtes, c'est tout à fait, de Nicolas Sarkozy. J'étais le premier, c'était facile. Ça va? On peut retrouver sur Audible, évidemment. Oui, il fait un... On a tous eu la pub. Bah oui, évidemment. Sur YouTube, c'était une pub qui revenait extrêmement souvent. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy, je vais vous raconter le temps des tempêtes. Il y a eu plein de détournements dessus et tout ça qui était avec les comptes CPF et tout ça, c'était assez marrant. Évidemment. Évidemment. Voilà. Question suivante. 682, c'est le nombre de jours que a passé au ministère de la Culture dans ce journal d'une ministre. Roselyne Bachelot. Pardon. Alors Pierre n'a toujours pas la réponse, mais s'il peut nous laisser un peu de temps pour qu'on la trouve la prochaine fois. Il a eu les questions avant. Non. Ministre de la Culture, c'est une femme qui a duré 682 jours, j'ai fait le calcul, c'est Roselyne Bachelot. Voilà. Dans ce journal d'une ministre, Roselyne Bachelot fustige le bal des hypocrites, ceux qui n'ont pas voulu reconnaître la culture comme bien essentiel, ceux qui lui ont mis des bâtons dans les roues alors qu'elle luttait pour garder en vie les salles de spectacle, les cinémas, les troupes de théâtre. 682 jours de Roselyne Bachelot.
C'était 2017-2020, en gros. Non, un peu après. C'était pas elle en 2017. Je pense que ça arrive après, non? Ah oui. C'est pas elle la première ministre? Ouais. Alors 2020-2022. Oui, ça doit être ça. Plus ça, ouais. Oui, ça, en nombre de jours, ça colle. Je crois qu'en fait, c'est le gouvernement Castex. Oui, Où elle est appelée. Donc c'est la fin du premier mandat de Macron. Ouais. C'est ça. Vous êtes prêts pour la suite? Vas-y. Le pouvoir est une école de vérité. Nicolas Dupont-Aignan. Non. Il révèle chacun de Pas ceux loin, qui... je pense. Vraiment, si tu répondais tout de suite la bonne réponse, j'arrêtais ce jeu. Il révèle chacun de ceux qui prétendent de l'exercer. Plus impeccablement encore en temps de crise. Celui qui fut, pendant 5 ans, ministre de l'Éducation nationale, livre pour la première fois sa chronique fulgurante d'un règne placé sous le signe de toutes les turbulences. Blanquer. Oui. Blanquer, il était 5 ans. 5 ans. Exactement. 2017-2022, ouais. Acteur central des débuts flamboyants du macronisme, au point d'être présenté comme le vice-président. Ouais. À part lui, on était pas au courant. Ouais, là c'est lui qui a écrit au point d'être présenté Voilà. le vice-président. D'accord. Avant de tomber en disgrâce pour avoir défendu la République. Ouais. Ah ouais. Elle est belle, hein, la 4e de couverture. Et ça s'appelle La Citadelle de Jean-Michel Blanquer. Mais je ne connaissais même pas ce bouquin, je l'ai pas vu dans les étalages. Il vient de sortir là. Hein. Ah, il vient de sortir. C'est pour ça qu'il refait la tournée. J'allais me le procurer de suite. Ah, parce qu'il a quand même été éliminé aux élections législatives de 2022 assez piteusement. Enfin, Mais pour avoir défendu la République. Pour avoir défendu la République, pardon. Oui. Ouais. Mais il a pris quand même un sévère échec dans le Loiret, si je me souviens bien. Et voilà, bref. Voilà, Jean-Michel, si tu nous écoutes. On pense à toi. Comment vient un président au jour le jour? Comment tranche-t-il dans le feu de l'action? Comment agit-il François sur... Hollande. Ouais. Ouais. c'est rapide. C'est David l'homme. Si, c'est ça. Donc, comment a-t-il décidé pour redresser le pays face aux épreuves qui ont ensanglanté notre pays? François Hollande donne ses sentiments intimes. Il nous fait partager par les portraits saisissants des principaux dirigeants du monde les défis majeurs de la planète. Faut savoir qu'il vient à Bunnéville, dans la plaine. Il y a une journée choucroute et François Hollande. Voilà. Je sais pas comment vous prenez l'information, je vous la donne. C'est le 26 octobre. Donc quand l'émission sera diffusée, ça sera passé, mais... On sera là. Ouais, choucroute François Hollande. C'est un bon programme, tu vois. Ouais. C'est une question, tu vois, à se poser. Il y a des personnalités politiques où on se dit, on passerait bien un moment choucroute avec eux. Je pense François Hollande, il y a moyen d'avoir. Est-ce que Blanquer, tu le retrouves autour d'une choucroute? Moins, je sais pas. Sarkozy non plus. Ouais. Non, Sarkozy, ça c'est pas plus, choucroute, non, pas choucroute. plus les ducs de Lorraine, quoi. À Épinal. À Épinal. Okay. S'ils veulent nous sponsoriser, n'hésitez pas parce qu'on fait des soirées restaurants là où il y a des karaokés. Dans ce livre publié en novembre 2016, l'auteur raconte pour la première fois son histoire personnelle, ses inspirations, sa vision de la France et de son Emmanuel avenir. Macron. Et de son avenir dans un monde... C'est son projet aussi. Dans un monde nouveau qui vit une grande transformation, comme il n'en a pas connu depuis l'invention de l'imprimerie de la Renaissance. Un livre fort, singulier, qui pose les fondements d'une nouvelle société. Révolution. Et son livre s'appelait Révolution. Ah oui, c'est la Révolution. Après, il y a Révolution à deux sens, hein, je vous rappelle. Soit c'est un arrêt, Révolution française, soit c'est... Ça, c'est un retour en arrière. Voilà. C'est vrai. Il a fait un tour sur lui-même et puis il nous a tous embarqués là-dedans. Voilà. Je ne sais pas. Moi, je ne parle pas politique. On continue, ça va toujours? Bah, très bien, on est là. Oui. Eh ben, on continue. Ancien ministre, Premier ministre. Édouard Philippe. L'auteur plaide pour une action en faveur du climat. C'est un peu plus de niche. Hein. Plus de niche. En connaisseur du monde politique, il dénonce le décalage entre les annonces et les grands discours et les actions modestes aux effets limités. Dominique de Villepin. Il critique l'inertie des États qui ne respectent pas leur engagement. Un appel à l'action face aux défis climatiques. Est-ce que c'est une personnalité française? C'est une personnalité, français, oui. C'est que des Français. Que Hein. des Français. Ouais. Et c'est assez récent, c'est des personnalités des années 2000. Lui, il a été Premier ministre dans les années 80. Oh. Oula, coup dur. Mais il est revenu dans les années 2000. Ouais. 2000-2010. Ok, ça devient mystique. Ah, si, vous le connaissez. J'aurais des talents d'imitation. Laurent Fabius. Exactement. Donc, je vous l'ai pas dit parce que c'était un indice trop fort. Président de la COP 21 en 2015. Évidemment. Ah oui. Donc, il a écrit Rouge Carbone de Laurent Fabius. Je trouvais que le titre était très drôle. C'est bien. Je ne savais pas comment le prendre. Allez, le dernier. On voit bien que ça a été parfois très violent pour vous.
Mais vous n'avez rien dit. Comment faites-vous pour tenir ? Au moment où la parole de la femme se libère enfin, beaucoup d'entre elles m'ont demandé de m'exprimer sur ce qu'est une femme politique. Rachida Dati. Et de plus en plus d'hommes me disent parler pour nos filles, pour nos compagnes, j'allais dire nos compagnes, nos sœurs. Je me suis accordé ce droit de dire, et ce droit est vite devenu un devoir. La raison du silence des femmes, c'est la peur de l'humiliation. Sandrine Rousseau ? Non. Ce fut difficile et parfois douloureux d'écrire, car il a fallu que je revive des épreuves que j'avais rangées dans ma mémoire frigorifiée. Mais, m'a-t-on dit, ayant été la première femme de l'histoire de France à accéder au second tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen. Marine Le Pen ? Bah non, Ségolène Royal, oui. Évidemment. Ah, c'est on l'avait oublié. Oui. C'est Marine Le Pen qui parle pour les femmes, oui, non, c'est pas Ségolène Royal, donc ce que je peux enfin vous dire. Ah oui. Voilà. Oui. Qui est sorti il y a pas longtemps, je crois aussi. Ils sortent tous avec des années de retard, en fait. Bah, parce qu'elle pouvait pas le dire. Ils peuvent pas faire comme Bruno Le Maire, 5 bouquins par an en étant ministre. En étant ministre en même temps. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que j'expliquais à Pierre tout à l'heure, c'est quand on tape sur Fnac roman politique, livre politique, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Oh, c'est dingue, ça. Et Étonnant. du coup, ma question est la suivante. Non, ça va venir après, excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Mais on va parler des femmes. Alors, la juste question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a autant de livres politiques qui sont publiés par On des va hommes. se la poser juste après. On se la pose juste après. D'accord. Ouais. Quoi de neuf docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. On est toujours sur RCF, on a un petit, il est 8h30 du matin, on est samedi matin. Donc on est toujours sur Quoi de neuf docteur avec Perrine Spérandieu et Coco Pello, et donc on va parler juste après de la femme en politique, des femmes en politique, parce que la femme, c'est très média français quand ils disent une femme a été élue. Donc des femmes en politique. Ma question est la suivante, est-ce que vous savez dire quel est le premier gouvernement qui a nommé des femmes ministres ou secrétaires d'État ? 1936. C'était en 48. Non, je suis désolé. Non, c'est en 36, le Front Populaire. C'est en 36. C'est sous-secrétariat d'État Exact. à l'éducation. Il y a donc il y a 3 femmes sous-secrétaires d'État, et ce qui est marrant en 36, c'est qu'elles n'ont pas le droit de vote. Ouais, c'est pour ça que ça me... Voilà. Donc Blum nomme en effet... Oui, c'est sous-secrétaire d'État. C'est pas un secrétaire d'État, c'est encore en dessous. Ouais. Mais donc elle siégeait quand même à l'Assemblée nationale, avec le gouvernement, En tant que... mais elle n'avait pas le... Voilà. Oui, ça les C'est un fun fact, hein, ok. non, je suis... Et du coup, leur nom était Cécile Brunschwitz. Je pense que c'est pas du tout prononcé comme ça. Suzanne Lacorre, Irène Joliot-Curie. Fille de Pierre et Marie Curie, quoi. Enfin, Irène Joliot-Curie. Très bien. Voilà. Elles n'ont Il donc me semble. pas le droit de vote, mais elles ne seront pas reconduites dans le gouvernement suivant. Et donc, j'arrive à ma question, tout doucement. 10 ans après la loi parité sanctionnant théoriquement financièrement les femmes qui ne nomment pas autant d'hommes que de femmes Les partis. politiques. Oui, t'as dit les femmes qui ne nomment pas de femmes. Ah, pardon. On peut se demander où sont les femmes. Mhm. Coco Pello, toi, t'as suivi Valérie Pécresse en 2022 lors de la campagne présidentielle. Perrine, toi, tu fais partie des réseaux des femmes, je sais plus le nom. Élu local. Des femmes élues locales. Élu local, oui. C'est justement l'intérêt, en fait. J'ai un coup de pompe là. C'est de le mettre au féminin. Et du coup, ma question était un peu quelle est la place aujourd'hui pour les femmes en politique, quand on voit notamment que sur la législature qui vient d'être élue, il y a encore moins de femmes qu'en 2022. Ouais, alors Simone de Beauvoir avait une phrase comme ça en disant « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes régresse. Une dissolution, on fait l'arc républicain, d'un coup, hop, beaucoup moins de femmes à l'Assemblée. » On est passé de 40% à 30%. À peu près ça, on a perdu 10 points, ouais, c'est ça. Donc c'est quand même, je trouve que cette phrase, elle a résonné à ce moment-là. Enfin, elle résonne très souvent, c'est ça le problème, mais elle a quand même bien résonné, quoi. On sait plus du tout poser ces questions-là dans les. Alors quand je dis c'est les médias, enfin c'est tout ce que c'est le c'est le un peu facile, mais on met peut-être même les femmes. On s'est moins posé la question. On était en mode arc républicain et d'un coup, à la fin, on se rend compte qu'il y a plus que 30% de femmes à l'Assemblée, alors qu'en 2017, c'était quand même assez nouveau. L'entrée des femmes de la société civile, surtout avec le groupe En Marche, a fait quand même on était justement un petit peu plus qu'en 2022 d'ailleurs. On était un peu plus de 40%.
Je crois qu'on était plus en 2022 qu'en 2017, non? J'ai plus les chiffres. Mais c'était à peu près équivalent. Ouais. Il y a une vraie baisse en effet en 2024. Ouais. Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais sur la phrase de Simone de Beauvoir, c'est d'où l'importance de l'inscription dans la Constitution de l'IVG, parce qu'on voit que dans certains pays ça a été remis en cause et que le fait de le protéger encore plus, à moins de faire une révision constitutionnelle, je trouve que c'est important. C'était justement de dire, voilà, on sanctuarise ça, c'est important parce que ça peut basculer à un changement de majorité politique. Non, puis il y avait le symbole, il y avait tout. Alors maintenant il faut y mettre les moyens aussi, mais financiers notamment dans les territoires, mais c'était très très important. Et moi j'ai toujours cette petite non, c'est pas anecdotique, mais vous savez en quelle année les Afghanes ont eu le droit de vote? Elles l'ont toujours pas. Là, elles l'ont perdu. Et à quelle année elles l'ont eu? Je pensais qu'ils l'avaient jamais eu, moi. Elles l'ont eu en 1919. Ah ouais. Donc ça pose. Alors après, voilà. Et c'est nous, pas pour autant que on l'a eu en 45, 46. Parce que du coup, moi, je cherchais à la base une question là-dessus et je voyais les autres pays. Je crois qu'on a un des derniers pays européens. Et j'avais entendu à l'époque un truc à la fac, mais ça vaut ce que ça vaut, c'était notamment les milieux de gauche qui étaient les plus réfractaires en fait au fait que les femmes aient le droit de vote, parce qu'il y avait cette légende de la femme travaille pas, souvent la femme est plus catholique que le mari, et du coup en fait elle va voter pour l'Église, et au début du 20e, il y a aussi cette vision que l'Église est pas très républicaine, il y a eu l'affaire Dreyfus, il y a eu toutes ces choses-là, et du coup la gauche avait un peu plus peur. Voilà, j'ai essayé de retrouver des sources là-dessus pour cette émission, je l'ai pas retrouvé. Oui, c'est assez cohérent. En fait, c'est une question qui revient régulièrement dans les années 20, dans les années 30, et puis ça bloque au Sénat justement en disant non, on va pas aller là-dessus parce que ça risque de faire basculer encore plus à droite. Et la question revient. C'est très juste ce que tu dis, Pierre. La question, elle revient dans les années 20 et les années 30 parce que la plupart des pays européens sont déjà passés au droit de vote des femmes. Donc, les Français, on est les derniers. Bah oui, ça monte partout et on est vraiment les derniers à pas accorder le droit de vote aux femmes. Et si la situation aujourd'hui en 2024, elle est comme ça, c'est aussi parce qu'on a un décalage en fait par rapport à des pays, quand on regarde les pays scandinaves ou des pays où on a déjà eu des premières ministres femmes, où régulièrement on en a, c'est aussi parce que ce sont des pays où les femmes ont le droit de vote depuis plus de 100 ans, ou quasiment 100 ans, alors que nous, c'est encore très très récent. Et il n'y a pas que le droit de vote, il va aussi engager des tas de réformes. On a le droit de travailler sans l'autorisation de notre mari ou notre père que depuis 65. On a le droit d'avoir un compte bancaire à notre nom que depuis 65. Enfin, je sais pas, pensez à la date de naissance de vos parents et vous verrez qu'on n'est pas loin, quoi. Enfin, c'est quand même, c'est hallucinant. Donc tout ça fait que, en 2024, on est encore un peu dans un. Il y a des retards, quoi. Il y a des retards et puis aussi, et en politique, c'est et du coup, moi là-dessus, il y a même une vision de la femme qui va être plus dure. T'as suivi donc Valérie Pécresse, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec Valérie Pécresse. Ça donne l'impression que Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, elles se seraient appelées Benoît Hamon ou Laurent Wauquiez, potentiellement elles auraient peut-être. Enfin, c'est mon ressenti personnel. Après, Si c'est vrai, quand tu regardes qui a été traité d'incompétente à chaque fois. Bon, on a une affinité ou pas. Marine Le Pen. T'as eu Christiane Taubira quand elle s'est lancée, où on disait elle n'était pas préparée, etc. machin. Anne Hidalgo, elle se prend encore des trucs pas possibles. Et puis Valérie Pécresse, alors là, Valérie Pécresse, Isola en plus. Et Ségolène Royal aussi. Voilà, et Ségolène Royal aussi. Et à chaque fois, on dit que les femmes sont incompétentes. Et moi, il y avait, durant cette campagne de Pécresse, c'était en fait assez terrible parce que t'avais des journalistes qui se mettaient presque à tracher pour le plaisir Pécresse, quoi, en se disant mais c'est pas possible, à quel point elle est nulle, etc. Et c'est sûr que si c'était un candidat masculin, en tout cas j'étais avec d'autres auteurs de bande dessinée qui étaient face avec des candidats masculins, il y avait pas ces discours-là, quoi. Non. Il y a Françoise Giroud qui avait une petite phrase comme ça en disant dans les années 80, en 84 de mémoire ou 81, la femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où à un poste important on nommera une femme incompétente. Oui. Non mais c'est. Parce qu'une femme, on lui demande toujours d'être compétente. Parce qu'il faut déjà de justifier pourquoi elle est là. Donc il faut qu'elle soit compétente. Si elle est incompétente, ça va pas aller. Là-dessus, ça m'avait marqué dans la BD Carnet de campagne, mais même en tant qu'électeur, sans donner mes opinions, pas forcément vers Valérie Pécresse. On est la juger sur la posture, sur les choses comme ça. Je me souviens aussi d'une polémique avec Cécile Duflot, qui avait mis un pantalon pour la photo gouvernementale. Ça avait été un scandale à l'époque. Elle avait mis ensuite des robes à fleurs. Ça avait fait scandale aussi. Marine Tondelier, aux dernières campagnes, on parlait de sa veste verte.
Elle a bien retourné le truc. Enfin, pas sa veste, mais du coup, le côté communication sur sa veste, elle a bien joué le truc, quoi, derrière. Il y a un compte Twitter, les vestes vertes de Marine Tondelier, qui justement fait la promotion de Marine Tondelier, quoi, plutôt que... À travers sa veste. à travers sa veste. Mais enfin, oui, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de représentation des femmes, de comment elles sont mises en avant, comment elles sont représentées, comment elles sont... c'est une question médiatique aussi, quoi. Et du coup, localement, ça se passe comment, alors ? Est-ce qu'il y a un regard différent quand on est élu local ? Enfin, élu local, non. Non, en fait, localement, on n'est pas un département non plus très en avance. On n'a pas beaucoup de femmes, de femmes élues à des postes à l'exécutif. On n'a pas de parlementaires femmes. On n'a pas encore cette habitude aussi. Parce que c'est des habitudes, en fait. Après, j'ai des départements où on n'a que des parlementaires femmes depuis un moment. Les gens se posent plus trop la question. On a très peu de présidents. On a que deux intercos qui ont une femme présidente, il me semble. Donc non, ça bouge pas vite. Après, avec les lois sur la parité du début des années 2000, on est un peu plus de 40%. Alors, ça c'est des chiffres nationaux. On a un peu plus de 40% de femmes élues. Le problème, c'est que c'est un maire sur 5 et c'est une présidente d'interco. Un président d'interco sur 10, c'est une présidente. Plus on monte, entre guillemets, plus ça se raréfie pour les femmes. Il y a deux choses. C'est que ça bloque parce qu'on n'a pas trop envie de voir des femmes, mais en même temps, les femmes ne s'exposent pas assez non plus et c'est là-dessus qu'on travaille dans notre réseau élu local. C'est se forcer aussi à s'exposer, à prendre le risque. C'est moins naturel aussi pour une femme de s'exposer parce que elle va avoir droit aux remarques sur la couleur de sa veste, par exemple, et voire pire. Et donc on va forcément se faire un peu plus violence pour s'exposer, et s'exposer c'est aussi être tête de liste et monter des listes et pas juste attendre ou rester conseillère municipale. Faites le calcul, il y a énormément de femmes qui sont que conseillères municipales. La dernière émission, Sophie Larrey-Biglodel et Delphine Froment parlaient un peu des femmes dans le milieu universitaire et elle disait elle, en tant que prof, qu'elle voyait bien que les femmes étaient moins à l'aise, c'est-à-dire par leur éducation, à être sûres d'elles, à prendre la parole en public, etc. Est-ce qu'on le retrouve pas, ça aussi, en politique ? Bah si, on le retrouve partout. On le retrouve dans l'entreprise, on le retrouve dans la gestion des associations. Enfin, on va le retrouver partout, en fait. Ouais. Dans la gestion des associations, nous, on a des bénévoles. Enfin, en l'occurrence, on s'appelle Pierre avec Pierre, et il y a une dynastie de Pierre président. Mais moi, je laisse volontiers ma place à une jeune femme. Non, mais c'est-à-dire que, en effet, moi, pour parler des associations, il y a aujourd'hui ce réflexe, notamment dans les générations les plus jeunes, même jusqu'à une quarantaine, cinquantaine, soixantaine d'années. Mais il y a aussi que, du coup, quand on va faire un appel, les personnes, les bénévoles femmes vont moins se sentir à l'aise par justement un carcan dans lequel on les a mis, quoi. Et au contraire, je trouve que c'est là où un réseau est intéressant pour les élus, c'est de les amener à prendre des responsabilités, quoi. Leur pour pas seulement rester conseiller municipal, quoi. C'est ça. En fait, c'est un peu le but, c'est qu'on fait des rencontres de manière très très informelle, de manière transpartisane aussi, ça c'est important parce que on ne fait pas de politique politicienne, on se parle plus de nos états d'âme, entre guillemets, nos ressentiments, etc. De nos conditions, et en même temps on fait des points techniques pour essayer de monter aussi en connaissance, parce que si on a la connaissance et qu'on maîtrise des points, c'est plus facile aussi pour prendre la parole dans nos différentes collectivités. Et on essaye aussi que ça soit toujours dans un esprit bienveillant, d'entraide, de sororité, en fait, un mot qu'on utilise très peu en France, mais c'est dans cette idée-là, c'est que alors quand on nous dit oui, vous faites des clubs masculins, c'est pas non mixte, si vous avez envie de venir, venez, il n'y a pas de problème. On dit ça, mais les hommes ne viennent pas, très peu. Ils viennent de temps en temps. Et puis, les clubs masculins, ça existe depuis toujours. L'Assemblée nationale, par exemple. Oui, puis, par exemple. Non, mais de manière très naturelle, les hommes vont se regrouper entre eux et alors ça va peut-être pas s'appeler un réseau, un club ou autre, mais il y en a aussi. Et on le voit aussi dans le milieu de l'entreprise. Donc, en fait, le faire pour les femmes, quel est le problème? Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine? Eh bien, je vous propose qu'on reparte tout de suite avec une question fun fact, toujours. Il devait avoir une rave party dans la forêt de Retz, à cheval entre l'Aisne et l'Oise. Et qu'est-ce qui a pu bien empêcher cette rave party ? La pluie. Alors, l'idée, c'est que ça soit un peu fait... fun, sympa. Puis pas facile à trouver. Et je pense qu'une rave party n'est jamais annulée pour la pluie. Le but, c'est qu'il la boucle. Tu as raison, justement, il faut plus de pluie. Un troupeau de sangliers. C'est récent ? D'animaux. C'est assez récent, c'est en lien avec les animaux. Ouais. En lien avec les animaux. Il y a eu des sangliers. Ils se sont installés là où il y avait un
animal, enfin réservoir à un amphibien, un réservoir à un animal, mais lequel? le crapaud sonore à ventre jaune. Alors, c'est très précis, Ouais, c'est beaucoup trop précis. Ah mince, un amphibien, Non, Un là, oiseau. avec des ce nids. n'est pas un oiseau. un serpent. Ce n'est pas un serpent. c'est un animal un peu massif. C'est un animal un peu massif. Ou la MAF, enfin, comme on doit dire, 3 noms d'assurance différents, Aviva, Day. Pardon. Un animal massif. On pense au sanglier, mais non, mais des ours. Alors, on en a dans les Vosges, hein, si ça peut vous aider. Le loup? Les dahus. On a des loups dans les Vosges. On a quelques loups dans les Vosges, il paraît. C'est pas vrai. C'est plus gros que le loup. C'est plus gros que le loup. C'est plus gros que le Ah, loup. le C'est lynx. genre un Non, alors, c'est un peu c'est- plus c'est- petit, alors, lynx. un daim. Ou... Vous partez ce n'est pas du tout un loup. Un Ça- éléphant. Ce n'est pas un éléphant. Et c'est toujours pas le dahu? Des non lamas. On le trouve dans les Vosges. Hein, On en a dans les Vosges, Bien des sûr. lamas. On en a dans. Ah, mais dans les Vosges sauvages. Mais dans les Vosges sauvages. On Il y a a des lamas dans les Vosges sauvages. Mais oui, oui, oui. Il a été réintroduit effectivement Ah en oui. 2017. Ouais. C'est l'alpaga vosgien. Les gens vont penser que t'es hyper premier degré en fait. Alors qu'en fait c'est la première fois que deuxième fois que tu viens dans les Vosges. Bon, ça va à un moment donné. Il y a des lamas à première vue. Ouais. Je suis pas loin. hein. Serge, il y en avait hier soir, la soirée Tout à carotte. fait. Oui. Non, mais je sais pas, un animal massif. Bon allez, je vous le donne. Massif. Non, attends. Ah bah Bien, pardon, on va pardon. chercher. Mais un animal massif. Un Le cerf. cerf. Sauvage, Ah oui, vous savez le quel cerf. cerf, oui. Bah oui. Il y avait un. Comment on appelle un troupeau de cerfs? Enfin, c'est pas Alors non, pas du tout. Il y C'est avait un cerf qui a empêché une rêve il partie. y a un seul cerf. Non, alors du coup il devait avoir une rêve partie très calme avec une 30aine de personnes. Une petite rêve partie. Et la gendarmerie a mis fin au projet. Mais c'est l'argument utilisé par les gendarmes pour convaincre les fêtards qu'il y a de quoi vous surprendre. Ça va vous surprendre, attention. Allez, on est prêt. Surtout la 7e réponse. Vous vous en souvenez? Ces sites La internet. 7e va vous surprendre. Voilà. Voilà. Ils ont ainsi expliqué aux organisateurs que les cerfs nombreux dans la forêt étaient en plein épisode de brame. Et voilà, la période de reproduction risquait donc d'être fortement perturbée. La rêve partie a donc été annulée. Ma question est donc... C'est normal, le brame, ça se protège. Hein. Ouais. C'est en septembre, ouais. J'ai pas de blague avec brame. Moi, j'étais sur Peut-être avec avec Brahms. cerf ou sans cerf. Tu vois, parce que c'est les festivaliers qui vont boire, donc j'étais parti sur le sans cerf. Voilà, tu vois, j'étais là-dessus. Pas trop de Sancerre dans Bram les rêves Stoker, parties. ouais, j'avais aussi, mais bon. Quelle est la question La question, c'est est-ce que la politique dans la ruralité, c'est la vraie politique? Parce que Perrine, t'es élu à Zincourt. Bon, toi, Coco Pello, t'as été voir Jean Lassalle. Déjà, ton foie s'en souvient peut-être. Et puis, Non, mais t'as été voir Jean Lassalle, t'as ensuite fait campagne, t'as suivi sa campagne en 2022 où il a été vers la ruralité. Est-ce que, la question elle est facile, hein, mais est-ce que c'est la vraie politique? Est-ce qu'on se dit c'est plus authentique ou au contraire c'est un peu plus amateur? Qu'est-ce que la vraie politique en fait? C'est la vraie vie de la cité, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la gestion de la cité, la politique. Donc non, c'est pas plus amateur, c'est un peu différent. Il y a des problématiques spécifiques et en même temps. Alors Pas après, tant que ça, peut-être. je pense qu'il y a différents types aussi de ruralité. On parle vite de ruralité alors qu'on a énormément de communes qui sont quand même complètement dépendantes et très proches de Bien villes sûr, ou ouais. petites villes moyennes ou de très grandes villes à proximité. Vraiment la ruralité avec une dépendance assez faible à des grandes villes à proximité, il y en a très très peu. On va entrer en milieu montagnard ou ailleurs, mais on est quand même complètement lié aujourd'hui à des petites villes à proximité. Donc déjà, voilà, je suis un peu sur la définition de la ruralité. Je pense que le clivage rural-urbain existe en fait très très peu. On est quand même tous interconnectés, etc., etc. Après, est-ce que la politique est plus amateur? Non, je dirais qu'elle est peut-être des fois un peu plus vraie ou plus c'est plus authentique. plus Moi, authentique à la ou base, plus j'avais proche, ouais. dit le mot authentique dans le Ouais. sens de je pense. Et elle est sûrement à la hauteur des enjeux. à aussi, portée de baffe, on peut dire. Ouais, alors ça oui. Mais après, oui, à portée de baffe. Mais bon, en général, la plupart du temps, ça se passe bien. C'est sûr qu'il y a eu des cas. On sait il y a des maires en difficulté dans certaines régions. Bon, ici, ça, de manière générale, ça va. Après, oui, c'est sûr, il suffit de pas grand-chose. Hein, il suffit des fois de un point de difficulté dans une commune avec un concitoyen et ça peut vite Bien sûr. vite mettre le maire en difficulté et son conseil municipal. Mais bon, de manière générale, ça se passe bien. Quoi de neuf, docteur? L'émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Comment va Jean Lassalle?
Je sais pas s'il va très très bien, Jean. Ah, Voilà. on l'embrasse. Non, c'est parce que du coup dans Carnet de campagne, je le mets en scène dans Palais Bourbon. J'avais été aussi dans son coin. J'avais même dîné avec sa mère qui m'avait servi des quantités astronomiques de Krolsch, je sais plus comment on dit, le fromage de brebis hyper compact qu'on sert dans les Pyrénées, dans le Béarn. Donc j'ai goûté à l'hospitalité béarnaise, c'était absolument formidable. Mon foie s'en souvient encore, mais Jean lui-même, en fait, j'ai constaté lors de Carnet de campagne, il n'arrêtait pas de me dire tu peux pisser ici si tu veux. On va parler du transit de Jean Lassalle là maintenant tout de suite. Et ben c'était un des points que j'avais prévu. C'est un des points que tu avais prévu. Et voilà. je crois que ça sera le titre de l'émission aussi. Et donc il fait très attention à qu'il y ait des toilettes un petit peu partout parce qu'en fait il avait fait une grève de la faim qui l'a gravement atteint. Oui. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. Et en fait depuis il doit faire attention et prendre toute une valise de médicaments tous les matins. Alors je sais pas si c'est ça qui le shoot un petit peu. Mais en tout cas, il est pas en super bonne santé. Et justement, sa grève pour la faim, si je veux pas dire de bêtises, c'était par rapport justement à la disparition des services publics dans la ruralité. Par rapport ou à la fermeture d'une usine, je crois. La fermeture d'une usine dans son coin, il avait décidé de faire 40 jours dans la salle des 4 colonnes de grève de la faim où il avait été très amaigri et qu'en fait quand tu fais ça pendant 40 jours, au bout d'un moment ton tube digestif etc. on prend un coup. Voilà. Et du coup, ma question, c'est aussi, est-ce qu'il faut plus se battre quand on est élu dans la ruralité pour garder des services publics, pour attirer des nouveaux habitants, pour... Je sais que par exemple dans les Vosges, Stéphane Viré a déposé un projet de loi, je crois, sur justement le bâti. On a aujourd'hui des villages dans les Vosges. On peut te faire un tour si tu veux cet après-midi. Mais si tu vas dans le sud-ouest des Vosges, vers La Marche, Martigny, enfin, ça se voit géographiquement, la ruralité, pour le coup, là, je suis moins d'accord avec toi, se voit géographiquement que c'est des cités abandonnées, quoi. Donc, quand on est maire de ce commune-là, est-ce qu'on doit pas un peu plus monter au charbon qu'au final, quand on est maire d'Épinal, de Nancy, ou même d'une moyenne ville de 10 000 habitants, quoi? On monte au charbon, comme tu dis, sur des sujets qui sont différents. Je pense pas plus sur des sujets différents. Après, sur la problématique du logement et des services publics, il y a des vrais sujets que justement Stéphane Viry a bien identifié, justement en proposant l'expropriation possible de maisons abandonnées dans les cœurs de village, puisqu'en fait, on a le problème où on n'a plus spécialement du terrain à bâtir si on veut accueillir du monde, mais à côté de ça, on a des maisons qui se vendent pas en cœur de village et qui sont en plus en piteux état et en plus, ça limite l'attractivité des villages parce que c'est pas très joli quand on passe dans le village, donc c'est quand même bien dommage. Et oui, il y a des vraies. Alors ça, c'est une réponse, mais qui est hyper pertinente, mais il y a plein de choses à faire. Et puis pour les services publics, c'est un vrai sujet parce que moi je suis toujours assez partagée là-dessus. On a évidemment que c'est comme les fermetures de classe, il faut éviter de limiter nos services publics et de pousser l'idée aux habitants de nos territoires qui sont abandonnés, parce que je pense que personne n'est vraiment abandonné en France, même si, presque personne, disons. Mais à côté de ça, oui, l'accès est moins facile. Il y a la fracture numérique, donc qui va rejeter une partie de la population. Donc il y a d'autres outils qui sont mis en place, mais il faut savoir aller les chercher. Donc ça veut dire que les maires doivent être bien, et leurs conseils doivent être bien au point sur tous ces outils. Mais il y en a tellement. Faut y s'y retrouver. Et puis il faut savoir passer le message à ses habitants, à ses concitoyens qui sont pas forcément à l'aise avec tout ça, qui sont pas forcément mobiles. C'est ça aussi, il faut être véhiculé tout le temps, donc c'est pas simple. Et voilà. Donc il y a tout ça. Il faut que le maire il soit malin tout le temps en fait, qu'il comprenne vite les besoins et qu'il arrive à mettre l'outil en face. Et des outils, il y en a plein qui dépendent de plein de collectivités différentes ou d'intercommunalités, etc. Donc ça c'est le millefeuille territorial, c'est encore un autre sujet, mais qui est très important aussi. Et oui. Alors j'ai perdu le fil de ta question, Pierre, parce que je me suis. Non, mais est-ce que c'est, je veux pas dire c'est plus dur ou moins dur. Je pense qu'il y a d'autres difficultés, mais quand on est maire d'une commune. Dans mon travail, je les vois aussi, les maires des petites communes type Darney. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une difficulté aussi à être connu et du coup à obtenir des choses, parce que la fermeture du collège dans un village,
va faire que du coup l'autre collège va rester. Donc à un moment donné, il y a des arbitrages et il faut influencer ça, quoi. Bah c'est ça. Alors c'est justement là-dessus que je voulais rebondir, c'est que oui, il faut laisser les services publics, etc. Mais derrière, il faut faire des économies parce que on vit au-dessus de nos moyens depuis un petit moment en France. Donc comment on fait et quel arbitrage on prend, et en fonction d'où on est, on va avoir les mêmes arbitrages. C'est toute la difficulté de gouverner un pays comme le nôtre. Oui, c'est plus compliqué parce que il faut avoir aussi, il faut avoir des maires charismatiques qui vont au charbon, qui montent, qui vont se faire entendre au niveau de l'État ou des collectivités départementales ou régionales. Alors, département pour les collèges ou régionales pour d'autres enjeux. Et ça sous-entend qu'il faut que le maire il soit toujours malin et je dis malin. Oui, je pense assez malin dans le sens où il faut avoir vite identifié quels sont les acteurs et comprendre en fait tout le fonctionnement. C'est peut-être ça le plus difficile en fait, c'est comprendre comment tout ça fonctionne. Et le député dans tout ça, il a un rôle ou pas? Député, oui, il a quand même un rôle, là-dedans. Député, oui, il se situe comme le maire en fait à portée de baffe. Sauf que lui, il est élu national, donc il se prend encore plus de trucs. Plus de baffes, ouais. Voilà, il se prend encore plus de baffes que le maire, parce que les maires, globalement, sont assez respectés par la population, sont assez aimés, en tout cas pour la plupart. On a plutôt une image, en fait. Ils sont identifiés, ils sont les représentants, et puis directement, on se dit bon, on peut s'adresser directement au maire. On sait qu'il habite la commune, on le voit assez souvent à des événements, etc. Tout ça. Alors que le député, c'est un petit peu plus compliqué. Il doit partager son temps entre l'Assemblée nationale et le terrain. Sa circonscription est composée de plusieurs villes. Par exemple, moi, je prenais l'exemple dans Palais-Bourbon. C'est sûr, quand vous êtes élu parisien, tu sors au marché local et là, tu vas serrer des paluches et en fait. T'as besoin de 2 heures et tu rencontres à peu près tout le monde. La circonscription d'un LaSalle, c'est dans les montagnes. Il doit faire 2 heures de voiture pour aller d'un bout à l'autre de la circonscription. Et en fait, tous ces week-ends, il est passé en voiture. Pour essayer d'aller à la rencontre et d'avoir ce devoir de représentativité qui est absolument capital. Mais à chaque fois, on reproche tout le temps aux députés de pas être assez présents. Parce qu'on aimerait toujours avoir notre député auprès de nous, mais il doit faire aussi son travail à l'Assemblée nationale, donc on leur reproche soit de pas être assez à l'Assemblée, soit de pas être assez en circonscription à chaque fois, ce qui pose un peu problème. Ce qui est quelque chose qu'on voit pas bien. Enfin, justement, on parlait hier entre nous de la représentativité dans l'espace public, dans les médias. Il y a un peu cette facilité de dire oui, les députés, ils sont à l'Assemblée, ils dorment, et quand ils sont là, et sinon ils font rien. Alors qu'en fait, c'est ce que tu montres aussi dans ta bande dessinée Palais Bourbon, c'est qu'il y a tout un travail. Ou dans la Tour de Babel. Ou dans la Tour de Babel pour le Parlement européen, c'est qu'il y a tout un travail en réalité en commission, et que la présence en assemblée plénière, c'est le bout de la chaîne, et puis que en fait on a tout un travail invisible derrière. Et que en réalité les députés travaillent. Il y avait cet article qui était paru où tu disais oui, en fait les députés travaillent, ils font des choses, ils sont représentants, ils vont agir. Et c'est peut-être quelque chose, c'est une image reçue de ils sont payés à rien faire. Et je pense même que du coup ils vont être, excuse-moi Perrine, ils vont être beaucoup plus suivis, inspectés que un maire, un conseiller général ou un conseiller régional, quoi. Une haute autorité pour la transparence de la vie publique. Que les Français aimeraient voir appliquer au niveau européen, parce qu'il y a encore des problèmes de ce côté-là au niveau des eurodéputés, etc., pour mieux les contrôler. Mais c'est vrai qu'en France, on s'en aperçoit pas, mais on est presque dans un surcontrôle des élus. Moi, c'est vrai que quand j'allais voir un Cédric Villani, un François Ruffin ou autre, s'il m'offrait le moindre café, il devait le noter en disant dans un petit carnet, j'ai offert un café, ça coûte tant, et pour justifier des notes de frais derrière, quoi. Et moi, je me disais mais attends, c'est un café, c'est n'importe quoi. Voilà. Et du coup, le café et les croissants, pareil, si vous pouvez signer une attestation en partant. Évidemment. Perrine, tu voulais... Non, je voulais rebondir, déjà souligner la qualité de la bande dessinée de Coco Pello, justement, qui vraiment fait passer tous ces messages. Il y a plusieurs plans, justement, sur quand on les voit pas dans l'hémicycle. Parce que, en fait, si on s'y intéresse et qu'on regarde, donc, soit sur les réseaux sociaux, soit sur la chaîne parlementaire, les débats dans l'hémicycle, on va vite voir que l'hémicycle, il est la plupart du temps aux 3/4 vide. Mais ça veut pas dire que les députés sont pas là, les députés sont en salle de commission. Et ils se doivent d'être en commission. L'hémicycle, c'est juste à la fin des projets de loi. On est là aux questions au gouvernement, il y a différentes choses dans l'hémicycle. Mais à la fin, c'est qu'ils doivent pointer en commission.
Ils ont une obligation d'être en commission. Et tu le dis bien d'ailleurs dans ta BD. Donc c'est quand même important. Mais ça, personne ne le sait. Donc la personne va voir dans une émission un soir à la télé qui a envie de tourner ça un petit peu en ridicule ou en mode ironique, et va voir que l'hémicycle est aux 3/4 vide. Et dit voilà, mon député il y est encore pas. Bah non, ton député il était en commission jusqu'à minuit et encore hier soir, mais tu le sais pas. Ou il est en voyage. Moi je sais que par exemple j'ai le père d'un ami qui est sénateur, donc en Meurthe-et-Moselle, Olivier Jacquin, qui était avant paysan. Qui n'est pas un métier facile paysan, mais sénateur, il est sur la commission transport, il va aller voir dans d'autres pays comment ça se passe. Enfin, c'est un vrai boulot aussi d'enquête, quoi. C'est pas rien. Bah, ils sont obligés de suspendre quasiment leur métier. Ils n'ont pas le choix. Et ils travaillent. C'est bien que tu parles aussi des week-ends de Jean Lassalle, parce que l'agenda d'un député, il est phénoménal. Ils y perdent leur santé. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment, voilà, c'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7. C'est vraiment très très lourd. On comprendrait pas que son député vient pas un dimanche matin à 11h à une commémoration ou un truc, mais lui aussi c'est dimanche, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est 7 jours sur 7 où il est député. Mais je pense que c'est comme dans n'importe quelle entreprise, il y a aussi du coup des feignants. Enfin, c'est-à-dire que je trouve que des fois on a tendance à attendre une exemplarité. Il y a aussi des types qui vont être là pour comme disait, on avait une conférence hier avec Stéphane Viry et Coco Pello, qui vont être là dans des ambitions politiques, donc qui vont rester dans les sphères très parisio-centrées. Et c'est un corps social. Non, mais c'est un corps social de... on se montre pas aussi sur les territoires, c'est quand même difficile d'être réélu, même si c'est pas forcément, on n'est pas parce qu'on se montre beaucoup comme Jean Lassalle qu'on est réélu, la preuve. Mais il faut quand même qu'ils gardent un contact. Et puis, je rebondis aussi sur ce projet de loi sur l'expropriation en milieu rural des maisons abandonnées. Comment vous pensez que Stéphane Viry, à un moment donné, il pense à ça? C'est parce qu'il va sur le terrain. Je veux dire, il attend pas que l'idée lui arrive dans son bureau à Paris ou à Épinal. Il y a un moment donné, c'est s'il va pas à la rencontre, il fait pas avancer le territoire. Tout à fait. Quoi de neuf, docteur, présenté par Pierre Sertoff. Je vous propose qu'on continue, donc on est toujours sur RCF et sur toutes les plateformes de streaming pour cette émission Quoi de neuf, docteur, avec Perrine Spérandio et Coco Pello. On a parlé littérature, on a parlé politique, maintenant on va parler musique et politique. On connaît pas vos goûts musicaux, à vous deux, mais c'est pas grave parce qu'on va tester votre culture musicale avec le jeu de Pierre dont je ne connais pas non plus les réponses. Évidemment. Le principe de ce jeu, vous le connaissez si vous avez déjà écouté les 2 premières émissions, mais si vous ne l'avez pas écouté, je vais vous le présenter. C'est le jeu des traductions. Donc c'est des traductions à trous et qui sont un peu approximatives. J'ai utilisé, c'est des chansons assez connues, assez classiques, que j'ai fait passer dans la moulinette de plusieurs logiciels de traduction approximatifs avec différentes langues, et on arrive sur des choses qui sont pas forcément tout de suite reconnaissables, mais généralement quand même c'est des chansons assez connues. Pour cette émission, j'ai fait un peu un spécial politique. C'est politique au sens très large, donc vous allez voir. Le principe c'est que je vous donne les paroles de la chanson, qui sont en français à la fin, et qui sont passés à la moulinette de plusieurs traducteurs. Est-ce que c'est ok? Vous devez retrouver soit l'artiste, soit la chanson. C'est ok. Allez. Mais toi, tu connais le principe. On a le droit de te couper, Bien sûr. Moi, je lis. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Perrine, ok. Tous les prédateurs puissants sont dirigés par un grand méchant clown. Il a couru vers moi avec la musique du pauvre accordéoniste. Un artiste ne peut pas venir parler des joies de la vie. D'un autre côté, Caïn est toujours d'humeur ici. Ses yeux sont pleins de sable et sa bouche est pleine de jugement. Il est situé dans le cimetière d'anciennes pelles mécaniques. Longtemps dans le désert, qui, vous demandez-vous? Nous voulons que vous jouiez en contournant légèrement toutes les règles du jeu aux yeux bandés. Pink Floyd. Waouh. C'est une chanson anglaise. C'est une chanson française à la base. C'est une chanson française. C'est un enfer. Donc je peux vous le faire un petit peu avec l'imitation, mais c'est Barbara. C'est Renaud. Longtemps dans le désert. Qui vous demandez-vous? Nous voulons que vous jouiez en contournant légèrement toutes les règles du jeu aux yeux bandés. C'est encore plus dur avec l'imitation. Ouais. J'ai l'impression que c'était la soirée karaoké d'hier. 79 ou 80. Hervé Villard. Non. Jodassin. Non, l'artiste est pas forcément facile. C'est difficile à retrouver, oui. C'est la chanson qui est vraiment connue. La chanson est plutôt connue. Ouais. Je vous la diffuse et puis on voit ce que ça donne. Tous les rapaces du pouvoir menés par un gros clown mon père, moi sur la musique. Pierre est dépité par mes choix musicaux. Vous êtes en direct sur Nostalgie. Donc non, c'est Canter dans le désert de Jean-Patrick Capdevielle. Ah oui, Capdevielle évidemment. Voilà. Et donc, on va avoir sa bouche pleine de verdict. Il est situé dans le cimetière d'anciennes pelles mécaniques, longtemps dans le désert. Quand t'es dans le désert.
Ça te parle pas, ça? Si, mais si, ça me parle, malheureusement. Ça, c'est une chanson de karaoké quand même. Hein. C'est un peu une chanson de karaoké. Ouais. Et donc, quel est le rapport avec la politique, peut-être vous vous demanderez. C'est qu'en fait, les paroles mystérieuses ont été comprises comme faisant allusion à Raymond Barre, qui serait le gros clown sinistre, à Valéry Giscard d'Estaing, qui est le piètre accordéoniste, parce que voilà, Giscard J'ai et les l'accordéon, images, ouais, ok. Et François Mitterrand, Caïn, figure biblique importante, qui tue son frère, enfin voilà, le traître. Donc voilà. D'accord. Donc c'était Jean-Patrick Capdevielle, canté dans le désert. On l'embrasse. On enchaîne. Pardon, j'ai pas dit les traductions. Je suis passé du français et je suis allé dans le désert. Donc désert d'Arabie. Je suis passé par l'arabe, le mongol et je suis retourné au français. Et ben c'est super. On passe à la chanson suivante. Là, j'ai beaucoup de textes, donc n'hésitez pas à tout moment. Tu as une haine en toi, je le sais bien. Je vois que ta main droite est noire. Sans espoir, le changement commence. Votre nature refoulée, le côté obscur de l'énergie. Viens à moi d'un bout à l'autre de la ville. Viens chez moi dans la lune noire. Mars est un royaume. Je jette mon armée sur terre pour éloigner cet idiot de Jean-Claude Godin Skywalker. Est-ce un peu bizarre que vous ne voyez pas le numéro indiqué, armée de l'ombre soit détruite? Au nom des puissances mystiques qui y vivent dans mon esprit, je m'en fous de ta peau. N'hésitez pas si vous savez la réponse. Ouais, bah faut connaître la réponse. Le souffle du pouvoir est en moi, le microphone claque, lançant des boules de feu sur le bois. Le fils de Dieu tremble, mais il se bat avec ses propres armes, trahissant son apparente loyauté. Johnny. Différence, casser le bâton de la tête au péroné. Ayam. Par la peur, l'ennemi reste un ennemi. Vive le royaume de la nuit, une théorie basée sur des concepts établis. Luc, aide-moi. Mais Espèce c'était d'idiot. vraiment Ayam ou Ouais, pas? c'est Ayam. Évidemment, c'est Ayam. Ah. C'est, Sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque double roc sous une armure du soldat le plus fort fort du de royaume. l'empire du côté. Et ça fait 2 fois que tu fais Ayam. Faut arrêter, je pense. Noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que c'est Voilà, le feu. effectivement. La vérité est masquée. Viens, bascule de notre l'école du micro d'argent. C'est exactement l'école du micro d'argent, l'empire du côté obscur. Et c'est Bravo. le rapport avec la politique, c'est ce Jean-Claude Godin Skywalker, Jean-Claude Godin, maire de Marseille, qui est décédé cette année ou l'année dernière. Donc voilà, c'était un grand classique quand même du rap français. Oui. Bien sûr. Ça te parle pas, Pierre, encore une Non, fois? pas du tout, Bah, mais j'essaie de on varier continue. les registres, mais là, je pense que la chanson suivante, tu vas la voir. On C'est est pour passé pour Ayam, je vous ai pas dit, du français au tamazigh, au grec et au français encore. Au Tamazide. Tamazigh, c'est une langue égyptienne. Ok. Bien sûr, mais bien sûr. Avec Akhenaton, forcément, fallait passer par Voilà, l'Égypte. fallait passer par l'Égypte, c'était l'idée. Tu ne choisis pas ton enfance, je n'avais pas le droit d'être droitier. Mon père ne m'en Bien sûr, Fatal jamais Picard. amené sur Mon la père place était du marché. tellement de gauche. Sauf pour les réunions des comités, mon père était tellement de gauche que nous habitions rue Jean Jaurès, devant la place Maurice Torres, avant d'aller vivre à Montrouge. On ne choisit pas son enfance. On m'a pas laissé être droitier. Mon Bien père joué. n'en est jamais. On conserve le CD Sombre Danse. Réunion de comité. Mon père était tellement de Donc là, il n'y a pas eu gauche trop de qu'on changements de habitait traduction. rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Torres, avant d'aller vivre à Montrouge. C'était pour être sûr que Pierre trouve. Voilà, je me suis dit, depuis le début des jeux, je le frustre avec mes trucs impossibles. Là, il n'y a pas eu trop de changements. Alors pourtant, je suis passé du français au russe, au roumain, au tchèque, au polonais, au bulgare, au slovaque. J'ai fait le tour T'as de fait tous le les front de pays l'Est, des ouais. pays de l'Est. Et finalement, on s'en sort pas si mal. Enfin, tu ne choisis pas ton enfance. Je n'avais pas le droit d'être droitier. C'est on ne choisit pas son enfance. Voilà. Et sinon, pour le reste, c'était... mon père était tellement de gauche que lorsque le mur de Berlin est tombé, il est allé chez Casto pour acheter des blocs de béton. Ah oui. Voilà. C'est Au lieu beaucoup des- moins drôle. Bah, allez, au Parce lieu que c'est pour des parpaings, ouais. Voilà, mais des blocs de béton, je trouvais ça marrant aussi. Donc là, bien joué, Pierre. Merci, Du coup, mais c'est- merci. C'est du travail, hein. Ouais. Chanson suivante. Le pouvoir n'est pas une mince affaire, et la route est aussi longue que la boussole au dos. Si vous vous perdez et il n'y a pas de service pour l'aventure, si une valse à plein temps avait été mal faite, au La soleil... valse à 1000 oui, temps non. Non. Mais ensuite, nous nous reverrons, François sous la pluie, sous le ciel gris de Paris. Vous étiez là, tu as dit merci, même si tu es... C'est Edith Piaf. Oui. C'était un Sous mauvais le ciel début. de Paris Pas Non, du tout. Pas du tout. En fait, on capte des mots et on se dit, allez, c'est bon, c'est Edith Piaf, allez, c'est ok. Non, c'est pas la chanson peut-être la plus connue, mais La chanteuse est connue ou le chanteur? le groupe est connu, ouais, tout à fait. Donc c'est un groupe. Ok. Groupe connu plutôt pour une chanson qui s'appelle Respire. Ah, c'est Mickey 3D. Moi, je te revois, François sous la pluie. Est-ce que tu pleures?
C'est François Hollande. C'est exactement François Hollande sous la pluie. Et donc c'est une chanson assez acerbe sur François Hollande qui faisait ses commémorations, ses discours sous la pluie. Et donc Mickey 3D, voilà. Je suis passé du français, je suis allé chercher la pluie donc au Pays de Galles, du gallois, du féroïen, de l'irlandais. Je suis retourné au français après. On continue, chanson suivante. Ma déception est grande cette nuit de décembre quand je pense à toutes les personnes avec qui tu as mis ça ensemble. C'est Marine de Diams. Mais c'est extrêmement fort, Pierre, bien joué. Toi c'était Ayam, moi c'est Diams. J'ai cassé un truc. Tu sais, je suis comme toi, je veux que les gens m'écoutent. Et comme toi, je veux que les jeunes restent ensemble. Marine, votre réputation est bonne, vrai nom de la fée, mais dis-toi ce qui s'est passé. Marine, nous ne serons plus jamais amis parce que ma mère est française, mais je ne suis pas né ici. Je suis en train de louper le bouton pour appuyer, donc c'est pour ça. Je me blais. Et donc on dit tout de suite. Diams, Marine. Marine, tu sais ce soir ça va mal. Qu'elle écrit avant qu'elle soit, je crois que c'est en 2006 ou 2007. Elle 2004 même. Elle est pratiquement pas connue, hein, Marine Le Pen. Avec Marine Le Pen est mise un peu en avant. Ouais, c'est ça. C'est avant largement. C'est 2004 ouais, de mémoire. Et du coup, moi j'habitais dans un village des Vosges où je comptais les voix lors des élections, ce qui m'amenait des sueurs réellement parce que. Et du coup, quand je rentrais des fois en voiture, je la mettais un peu à fond avec les fenêtres ouvertes. En même temps, c'est mon acte politique du jour. Je mets Diams à fond. Tu l'as pas mis dans le bureau de vote? Non, parce que j'assume pas trop non plus. Je pense que c'est un peu illégal. C'est un peu illégal, ouais. Mais il reste une dernière chanson. Je vous ai pas dit de quelle langue on est passé. On est passé du batak au mari, au marwari et au français. J'ai pris vraiment les noms de langues que je ne connaissais pas. Au Marwal. T'as dit Marwal? Le batak, c'est quoi? Je sais pas. Ouais, je crois que c'est en Indonésie. Là, on part vraiment Mais loin. Ouais. Okay. Enfin, vraiment, j'ai pris les noms. Mais il y a eu des changements, par contre. Il y a eu des petits changements, ouais. C'était pas stratosphérique, mais on reconnaissait quand même Marine, pas de problème. Dernière chanson, attention, c'est parti. Quand Arlette chante ses vers dans un monde dur et dur, bien sûr les mots ont un peu d'usure, mais elle chante avec de l'air pur. Utilise la fraîcheur de la menthe poivrée pour vous donner une idée, et pour partager des bisous, allez. Mais même si c'est stupide, comme c'est beau, soyez Arlette va. C'est par rapport à Arlette Laguier, j'imagine. C'est exactement Arlette Laguier, mais quel est l'artiste? Est-ce que ça doit s'appeler Arlette, la chanson? La chanson s'appelle Arlette Laguier. Voilà. Mais qui a chanté sur Arlette Laguier? Je vous diffuse l'extrait, puis vous me... Que c'est gentil. Alain Souchon, une chanson sur Arlette Laguier, voilà. Et Est-ce qu'il a soutenu Arlette Laguier? pas du tout. Même Non, pas, il mais avait il a fait juste une chanson. une tendresse entre guillemets pour Arlette Laguier. Et juste la traduction qui est intéressante, c'est le Arlette it be, Arlette's go, qui devient soyez Arlette, Arlette va. Voilà, j'aime bien l'idée. Bien, merci donc, Pierre. C'était le jeu des traductions, mais enfin spécial politique. Parce qu'on n'aura pas toujours l'occasion. L'idée, c'est une émission où on essaye de parler d'histoire, de manière générale, de géographie. Et puis là, je me suis mis un petit spécial politique. Après, moi, je sais que j'aime beaucoup écouter des chansons qui parlent de politique, enfin, ou des chansons de discours politiques remixées. Ça, j'ai beaucoup de conseils à vous donner. D'accord. Évidemment, je serai le président de tous les Français de Jacques Chirac, grand classique de la samba. Nicolas Sarkozy qui fait un grand discours sur la drogue aussi. Sinon, Khaled Frick qui sur YouTube, vous avez vraiment des choses magnifiques à écouter. Et Big Blue Studio dans un autre genre. Voilà, c'est mes recommandations musicales et politiques. Merci Pierre. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine? Eh bien, je vous propose qu'on continue. On est toujours sur Quoi de neuf, docteur, avec Coco Pello et Perrine Sperrandio. Je vous propose une dernière question fun fact. On parlait tout à l'heure de Marine Le Pen, on va parler de son père, puisque lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2002, un média français annonce la présence de Jean-Marie Le Pen dès 19h45, alors même que c'est illégal, au second tour. Quel est ce média ? C'est un média écrit? Non, c'est un média qui est aujourd'hui disparu. Mais qui est connu, hein. C'est pas genre les gazettes de Toul. C'est un France Soir. France Soir, ouais, je pense. Non, ce n'est pas France Soir. C'est plus qu'un média, c'est une émission. Une émission disparue. Non, bah c'est les Guignols, ouais. C'est les Guignols, ouais. Mais du coup, sous question, pourquoi est-ce qu'ils font ça à votre avis? Pourquoi les Guignols, dès 19h45, annoncent les résultats?
Je me demande s'ils avaient pas prévu de faire une émission classique des Guignols où on rigole et puis ils ont dit mais en fait on va pas le faire parce que là on n'a pas envie de rigoler. Oui, c'était pas en train d'être. C'était pas la fin des Guignols? Non, Non, 2002, encore, hein. non. Oui, c'est plus tard. Je sais plus, c'est c'est 2016. 2016, ouais. Ah oui, alors j'étais très loin. Après le rachat par Vincent Bolloré, ils ont ouais. survécu un an puis après c'est. Pourquoi ils font ça? Mais moi c'était l'idée qu'ils avaient pas envie de rigoler sur ça, ils avaient pas prévu. Selon toi, Perrine, non? Non, j'ai pas d'idée. Antoine? Voilà. Et tu vas nous le dire. Eh bien, je vais vous le dire. Donc, lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2002, les Guignols annoncèrent dès 19h45 la présence de Jean-Marie en seconde place derrière le président sortant Jacques Chirac. Alors même que la loi interdit l'annonce des résultats avant 20h. On est tous d'accord pour l'instant. On est d'accord. Cette annonce précoce avait pour but non seulement d'inciter les derniers abstentionnistes à aller voter, en vue d'empêcher l'extrême droite d'atteindre le second tour, mais également d'invalider le résultat de l'élection, la loi n'ayant pas été respectée. La conclusion est hyper triste, à mon sens, mais de par la nature satirique de l'émission, il est peu probable que l'annonce eût l'effet escompté, car la majorité des spectateurs croyaient au canular. Ah oui. Voilà. Imaginons, t'as un journaliste de France 2 qui un jour se dit à 19h30, ok, je dévoile les résultats, du coup on annule l'élection. C'est ce qui est écrit dans le code électoral. D'accord. Après, je pense qu'il y aurait le Conseil d'État qui serait... Enfin, je sais pas c'est quoi, mais... Ouais, il se dirait quand même, pour une seule personne, bon. Après, ça peut avoir un effet... Non, il y a un effet, sachant en fait, qu'aujourd'hui, c'est une vraie c'est avec les réseaux sociaux, il y a moins d'effets, puisque la presse belge, suisse, elle annonce les résultats dès 15h pratiquement, 17h. Ouais, Mais voilà. Je trouve ça un peu grave en fait, moi ce que aussi. les Guignols ont fait en fait. Parce que du coup, c'est d'un point de vue démocratique. C'est quand même pas terrible, ouais. Franchement, oui, ça me choque un peu. Et ma question est donc, pour terminer, des fois, par les Guignols, on parlait aussi on l'a pas nommé, mais de quotidien, de C'est à vous, de Hanouna, etc., qui caricaturent parfois un peu la politique. Mais est-ce que la politique, et là on va parler un peu plus soit des élus locaux, soit de l'Assemblée nationale, c'est la caricature comme on le définit? Est-ce que pour vous, en fait, la caricature un peu faite, il y a une part de vrai, il y a une part de faux? Il y a une part de vrai. Moi, je constate un député qui arrive dans l'Assemblée nationale et qui traîne beaucoup dans l'hémicycle et qui prend le temps dans l'hémicycle, etc. Au bout d'un moment, il va se créer un personnage aussi, en fait. Ouais. Voilà. Petit à petit. Et donc c'est surtout vrai pour les députés qui veulent beaucoup aller devant les médias, etc., où ils vont répéter certains éléments de langage, parfois des choses qui vont un peu au-delà de leur pensée, etc. Et en fait, ils vont se créer ce personnage-là. Et bon, moi, j'ai des députés que j'ai vus qui ont vachement évolué de ce côté-là, qui ont pris de l'assurance et qui se sont métamorphosés avec cette assemblée, avec ses dorures, avec la fonction de député, quoi. Voilà. Toi, est-ce que localement, justement, on parlait de ruralité, mais est-ce que ce côté un peu caricature de la politique, il y a une part de vrai, il y a une part de faux? Bah, non, en local, j'aurais tendance à répondre non, comme ça, sans avoir réfléchi pendant des heures avant, Pierre. Ouais, c'est plutôt les grandes figures nationales qui sont caricaturées. Je pense que, oui, ce qui est caricatural, c'est plus, oui, les grandes figures, celles qui vont devant les médias, ce que Copello dit, c'est ceux et celles qui ont envie, qui visent haut et qui sont peut-être plus dans la politique professionnelle et qui ont besoin aussi de mandats pour vivre, hein, parce que il y a ça aussi, c'est que il y a les députés qui ont leur mandat en plus de leur boulot et qui députés ou autres élus et qui font de la politique par engagement, et puis il y a ceux qui font ça depuis toujours en fait, hein, qui sont sortis de l'école, qui sont rentrés, qui militaient déjà quand ils étaient étudiants, qui sont rentrés dans des partis, qui des fois ont changé de parti entre-temps. Enfin voilà, il y a des vrais il y a des plans de carrière et ça c'est une chose qui existe plus à l'échelle nationale que localement. Et tu vois, au niveau européen. Mais justement, j'avais une question là-dessus. Au côté niveau européen, le Parlement européen est beaucoup moins médiatique. Et du coup, il y a moins aussi d'engueulades et de spectacles. Mais du coup, ma question, c'était est-ce que c'est mieux qu'il y ait une caricature comme l'Assemblée nationale ou pas d'information comme le Parlement européen? C'est la grande question. C'est-à-dire que d'une certaine manière, en fait, la caricature dans l'Assemblée nationale, ce jeu de théâtre, parce que c'est un vrai théâtre en fait, l'hémicycle de l'Assemblée, il est repartagé sur les réseaux sociaux, les coups de gueule, etc. Et puis en fait, on se dit ah bah voilà, c'est tel député qui me représente.
Alors que c'est vrai qu'au niveau du Parlement européen, les débats sont quand même un peu plus calmes, même s'il y a parfois quelques coups de gueule, et les extraits sont un peu moins partagés, et on sait moins ce que font les députés, les eurodéputés. Voilà. Bien sûr. T'avais intitulé ton ouvrage La Tour de Babel, et du coup la Tour de Babel, pour rappeler ce que c'est l'idée de on va construire un édifice qui permet de s'élever au maximum, et pour punir il y a la malédiction de plein de langues. Et toi, est-ce que c'est un sentiment que t'as eu, justement, ce côté Tour de Babel au Parlement européen, où en fait on est dans la malédiction, ou est-ce que au contraire on est dans un édifice qui se construit C'est un peu l'antithèse de la Tour de Babel, en tout cas on essaye de faire l'antithèse de la Tour de Babel. La Tour de Babel, c'est les hommes parlaient une seule langue pour construire une seule et même tour, ont été punis ensuite et ont été dispersés à travers le globe avec des langues différentes. Là, on vient de différents endroits, différentes cultures, avec différentes langues pour essayer de construire quelque chose en commun. On essaie de le construire tant bien que mal. Il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas, mais il y a des choses aussi qui vont, et c'est ce que j'essaie de noter, quoi. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. Pour tout doucement amener vers la fin de l'émission, on demande à nos invités à chaque fois de préparer une anecdote insolite. Ça peut être sur leur recherche, sur leur travail, sur leur vie, etc. Vous pouvez imiter des voix même. Et du coup, on vous propose de nous partager cette petite anecdote. Je sais pas qui souhaite commencer. Je crois que t'as amené un papier même. Oui, j'ai préparé un petit peu, ouais. Quand même. Vas-y. Ouais, alors j'ai réfléchi. J'ai une petite anecdote quand je travaillais justement, quand j'étais attachée parlementaire de Stéphane Viry. On demande alors beaucoup aux députés, on en a discuté tout le long de cette émission, et on lui demande, donc il est beaucoup en lien avec la population, les entreprises, sur des sujets très sérieux, des sujets sociétaux, sociaux, économiques, etc. Puis de temps en temps, il y a des sujets où on s'y attend pas, et je me souviens de ma toute première réunion. Donc je l'ai accompagné dans une réunion, un rendez-vous. Je lui dis, mais c'est quoi le sujet, parce que tu m'as pas briefé? Et il me dit, les éléments extraterrestres. Je lui dis, c'est une blague. Bon. Et donc j'arrive comme ça au rendez-vous en me disant, mais il me fait une blague, ou c'est quoi? Enfin, je suis pas prête, quoi. C'est quoi ce truc? Et en fait, je me retrouve, donc c'est un rendez-vous tout à fait sérieux, je précise. Je me retrouve donc avec le directeur du planétarium ici, donc Didier Mathieu, et puis Madame Zonda, donc qui est une enseignante chercheuse au Muséum d'histoire naturelle, donc de Paris, et puis président de la société c'est en anglais Meteoritical Society. Et en fait, c'était pour travailler sur les météorites. Parce que on n'a pas de droit des météorites en France. Ok. Et c'est super. Alors, c'est très important en fait d'avoir un droit des météorites, parce que aujourd'hui, quand elles tombent quelque part, on n'a pas le droit d'aller les chercher. Et on perd énormément d'informations scientifiques. C'est-à-dire que quand elles tombent quelque part, c'est si le propriétaire accepte que les chercheurs arrivent et viennent chercher la météorite. Enfin, déjà, ils vont chercher où elle est tombée. C'est pas si simple. Donc, on peut la récupérer et faire de la recherche. Ça peut quand même remettre en cause plein de thèses ou appuyer des thèses sur les origines du monde. Et en fait, aujourd'hui, il y a pas de règles. Voilà. Donc c'était pour la petite anecdote, il y a des sujets où on peut s'y attendre, et puis il y a des sujets de temps en temps qui sont les extraterrestres. Les extraterrestres. Voilà. C'est un vrai souci, si jamais il y a une invasion, faut quand même être prêt. Enfin. Faudrait une commission parlementaire au moins, quoi. Ou un numéro vert. Un numéro vert, c'est bon. On est sauvé après. Là, pour savoir quoi faire, parce que vraiment, qu'est-ce qu'on fait s'il y a jamais des extraterrestres qui arrivent dans mon jardin? Tout à fait. Coucou Pélo. Je vais raconter une petite anecdote que je n'ai pas encore racontée dans aucun de mes albums. C'est une exclue. Voilà, une exclue. Dans Carnet de campagne, donc je suivais 2 candidats. On était 6 auteurs, à chacun suivait 1 ou 2 candidats différents à la présidentielle, et je suivais Valérie Pécresse et Jean Lassalle, donc. Et donc Valérie Pécresse, pour avoir ses 500 signatures, elle envoie un mail, et puis elle a 2500 signatures directement, les maires LR, hop, comme un seul homme, envoie les signatures, et puis c'est bon. Côté Lassalle, c'est un peu plus compliqué. Et donc moi, je l'ai suivi presque 1 an avant l'élection présidentielle, et il se mettait à faire le tour des petits villages en ruralité pour essayer de choper toutes les signatures, etc., tout ça. Et donc à un moment, je me suis retrouvé
Donc moi j'avais mon petit calepin, je prenais mes petites notes et tout, et puis on se retrouve dans un village, intercommunalité, dans la salle des fêtes. Il y avait une 20aine de maires présents. Et du coup, la salle, en fait, commence son discours. On a merci d'être là, etc., machin, avec sa voix grave et tout. Et puis, il me pointe du doigt. Et pour se donner une contenance, il dit « Et merci à la presse de me suivre depuis ces si longues années. » Comme si j'étais un grand média national. Et en fait, j'étais juste auteur de bande dessinée. C'était pour se donner une contenance devant les 20 maires qui étaient présents. Voilà. Eh ben merci. Moi j'en ai une si vous le souhaitez. Vas-y. C'est un membre de ma famille, c'est pas du tout moi. C'était à l'époque où Jacques Lang était député de Saint-Dié. C'est ça, il était député de Saint-Dié, je crois, non ? Il avait été parachuté à Saint-Dié-des-Vosges, Jacques Lang. Et donc, il traînait pas mal à Nancy. J'ai un membre de ma famille qui était Plastane, plus belle place d'Europe, tu la verras tout à l'heure, Cocopello, qui était dans les terrasses, et Jacques Lang arrive, lui tape l'épaule et lui dit « Comment ça va, vieux ?» Et puis, il continue le chemin, quoi. Et en fait, ils ne se sont jamais vus. C'est-à-dire qu'il a dû confondre Jacques Lang avec quelqu'un d'autre. Et voilà, c'était Jacques Lang. Et on l'embrasse. Si tu veux, j'ai une anecdote aussi. Moi, j'ai fait partie d'une association nationale qui s'appelait le Genepi, qui était une association qui avait pour but de faire connaître les conditions de prison et puis les thématiques prison-justice de manière générale. Et on avait un grand week-end national à Polytechnique, et donc on avait la ministre de la Justice de l'époque, Christiane Taubira, qui venait. Et moi, j'étais un délégué régional de l'association, donc j'avais un petit badge avec mon surnom, qui est Stup. Et en fait, le service de sécurité de Christiane Taubira vient me voir en disant « Oui, vous occupez de la sécurité, stupéfiant, machin. » Non, désolé, pardon. Enfin, je fais juste des blagues et puis je vais chanter la carioca dans 10 minutes, mais c'est tout, quoi. Et donc il y a eu cette incompréhension avec Christiane Taubira qui m'a regardé, qui m'a fait oh, « Bonjour, c'est bien ce que vous faites. » Très bien. Et puis voilà, c'était moment sympathique avec le service d'ordre de Christiane Taubira. En plus, on était en 2014-2015, donc contexte... post-manif pour tous, il y avait un peu une tension politique, c'était pas mal. Autour de Taubira. Voilà. Quoi de neuf, docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Est-ce que vous avez des actualités, des choses à dire ? Sachant qu'on l'a dit, hein, les 3 BD de Cocopello, Palais Bourbon, Tour de Babel, Carnet de campagne. Il t'arrive de faire aussi des dessins dans la presse, tu disais ? Ça arrive de temps en temps, mais là, c'est vrai que mes albums me prennent quasiment tout mon temps, en fait. Est-ce que tu as un autre projet en cours à nous dévoiler ou pas encore ? J'ai plein d'autres projets en cours. Et que tu ne peux pas nous dévoiler. Est-ce que, Perrine, tu as des choses à nous dire, des projets sur lesquels on peut te retrouver, parler j'arrive plus à parler, c'est la fin d'émission, de la forteresse de Châtel. Ouais. Alors la forteresse de Châtel, on est en train de préparer justement le planning des manifestations de l'an prochain, parce qu'on arrive en fin de saison, mais donc tu as dit 17 et 24 novembre, tout à donc fait. D'ici là on sera en fin de saison, et donc il faudra regarder le planning pour 2025. Et puis par rapport au réseau élu local, on a nos journées nationales fin novembre de nouveau à Paris, juste en prolongement du salon des maires, donc je serai présente aux journées nationale du réseau élu local. C'est ouvert aux élus C'est ouvert à tous les élus qui peuvent du coup s'inscrire avec justement leur fonds de formation élus, et donc élus hommes et femmes, oui. Même si il y a une très très grande majorité de femmes. Est-ce que, il nous reste un peu de temps, est-ce que vous avez un conseil de lecture de série à regarder, potentiellement sur la politique pour aller plus loin, parce que si vous me dites quelque chose qui n'a rien à voir. La série Parlement qui est sur France Télé, et on va bientôt avoir la saison 4 sur le Parlement européen. Elle est très bien. Elle est très bien écrite, c'est très très drôle, et ça montre toutes les arcanes du Parlement, de la Commission et du Conseil européen, et c'est absolument génial. Moi, j'ai regardé énormément de documentaires télévisés ces dernières semaines qui ont participé en fait à la commémoration de la libération de la France de 44, et beaucoup de documentaires qui sont sur notamment France 5 surtout, qui sont et LCI d'ailleurs, LCI qui parlait des batailles dans les Vosges, et je trouve intéressant de voir la montée du nazisme dans les années 30 et quel était le fonctionnement du parti nazi au tout début des années 30, comment ils allaient chercher des électeurs, et ça fait un peu peur parce que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc je conseillerais d'aller un petit peu se renseigner sur comment le parti nazi allait chercher notamment les votes ruraux en premier, les votes un peu virilistes, vos femmes devraient rester à la maison et s'occuper de vos enfants et faire des enfants, on aura besoin d'enfants plus tard, etc., et ça rappelle beaucoup de choses très actuelles. Il y a un livre qui de vient de sortir de Joanne Chapoutot,
Christian Ingrao, j'ai plus le dernier auteur, qui sur le monde nazi 1919-1945 et qui revient justement sur la genèse et la chute à la fin, quoi. Mais qui est très intéressant. Moi, si j'ai un conseil de je sais pas, c'est pas de la lecture, c'est un conseil, c'est la chaîne YouTube, la chaîne Twitch de Jean Massier qui rend accessible la politique et puis qui fait par exemple les séances de questions au gouvernement et qui explique lui c'est tel député, il vient de tel endroit, il vient de tel parti, il fait ça, il explique ça comme ça, et c'est souvent assez drôle, c'est assez léger et il y a un côté interactif, c'est l'intérêt de Twitch, c'est de pouvoir participer et de poser des questions, et à chaque fois il dit mais si vous connaissez rien c'est mieux parce que moi comme ça je vous reprends, je vous explique, et c'est pas du tout pour les initiés, c'est n'importe qui peut venir et suivre les actualités. Enfin, je sais que c'est quand même des événements qui là pendant 2024 quand il y a eu la dissolution, oui il y avait eu une énorme attente de en fait il se passe quoi et c'est quoi la politique en ce moment, on sent qu'il y a un truc, mais c'est bien d'avoir des médiateurs, des médiatrices qui permettent de rendre ça accessible, quoi. Donc, voilà. Et pour finir, parce qu'on parle BD et que je suis un grand amateur de BD, puisque Coco Pello fait partie de mon top 5. Voilà, je tiens à te le dire. Qui est premier? Il est pas cinquième. Et il est pas cinquième. Et il est sixième. Non, du coup, j'ai quelques références à donner. Coco Pello, donc on l'a dit. Il y a aussi Mathieu Sapin, donc sur Carnet de campagne, mais qui avait fait aussi autour de François Hollande, Emmanuel Macron. Gérard Depardieu aussi, même si autre style, et ça remet aussi en cause sa personnalité. Fabien Toulmé, qui va sortir là mi-octobre une nouvelle BD, mais qui a sorti aussi des BD très intéressantes sur le travail il y a quelques mois, qui avait fait l'Odyssée d'Hakim en 3 volumes, donc pour accompagner, raconter le parcours d'un migrant. Et dans le style autre, on peut avoir aussi d'autres choses sur la politique. On avait eu des très bonnes BD sur les algues vertes aussi qui étaient assez intéressantes. Et à mon sens, du coup, roman graphique est un outil qui permet aussi de s'informer différemment. Donc sur Épinal, il y a l'Octopus, la parenthèse sur Nancy, et dernière référence bien sûr Riyad Satouf qui a sorti son dernier volume de l'Arabe du futur, même qui ne s'appelle plus l'Arabe du futur, mais qui parle aussi du Moyen-Orient, qui est toujours aussi intéressant. Parce que ça t'intéresse un peu. Ça m'intéresse un poil. Dernière chose, c'est aussi l'actualité, histoire d'en parler. Bien sûr. On a toujours des événements à Nancy, à Épinal à venir. Donc là, on est mi-novembre, il faut se projeter. Donc il y aura on va avoir normalement un ciné-débat autour de Leurs enfants après eux, donc écrit d'abord par Nicolas Mathieu et ensuite mis en scène au cinéma. Donc ça devrait être tout début décembre. On va aussi lancer un cycle de café-débat sur les deuxièmes mardis du mois à Épinal, sur les images d'Épinal justement, pour déconstruire certaines choses. Est-ce qu'on sentait bon au Moyen-Âge? Est-ce qu'on puait? On va aussi le premier parler un peu sexualité dans l'église, on va parler colonisation, on va parler Révolution française aussi, je crois. Est-ce qu'on a le droit de représenter Marie-Antoinette décapitée au vu de l'actualité des Jeux Olympiques? Bref, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on a une newsletter presque mensuelle, n'hésitez pas à s'abonner à cette newsletter-là. Ça, vous pouvez retrouver sur le site internet histoiredenparler.com. Tout à fait. Voilà, pour les actualités, on a des articles aussi, des fois on a envie d'écrire des choses, donc et si vous voulez vous-même participer et écrire, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous, au contraire, on est très preneurs de toute bonne volonté. Donc. Merci à vous trois, merci Coco Pello, merci Perrine Spérandio, merci Pierre. On se retrouve pour la 4e émission de Quoi de neuf Docteur, courant décembre, avec Théo Georget, docteur en histoire contemporaine, et un invité mystère, encore mystère pour nous et donc pour vous. À bientôt, bisous, grand merci à Antoine au montage, grand merci à Pierre et Émilie à la régie. À nouveau merci à vous trois et à bientôt.